Salut à tous et bienvenue dans le nouveau podcast Le Gorille. Donc le podcast où la force rencontre la passion. Donc moi c'est Julien et aujourd'hui c'est un jour très spécial car on lance officiellement notre tout nouvel épisode, notre premier podcast. Alors Le Gorille c'est quoi ? C'est un podcast où nous allons inviter des athlètes, des entrepreneurs et des experts à partager leur parcours, leurs défis, leurs réussites. Qui dit premier épisode dit invité spécial. Donc je suis avec Eddy. Salut Eddy. Salut Julien. Donc Eddy, tu seras co-animateur avec moi sur les prochains podcasts. Aujourd'hui, on s'est dit que ce serait intéressant qu'on échange d'abord, qu'on te connaisse un peu plus pour la suite. Alors, le gorille, c'est destiné vraiment à toute personne, hein, que vous soyez passionné de CrossFit, entrepreneur en herbe ou simplement à la recherche d'inspiration. Ce podcast-là, il est fait pour vous. Si vous cherchez aussi de la motivation, c'est fait pour ça. Donc, pour la suite, préparez-vous à des conseils pratiques, des anecdotes motivantes, des moments de réflexion qui vous aideront à repousser vos propres limites. Bon, pas avec toi, Eddy. Je pense pas qu'on pourra repousser nos limites avec toi. Non, je suis connu pour ça. Mais je pense qu'on va avoir pas mal de choses et des avis bien tranchés. Parfaitement. Bah écoute Eddy, est-ce que tu peux te présenter en une phrase, si possible ? Le maire Eddy, papa de 3 filles, marié à ma petite femme depuis quasiment 2 ans, coach sportif, entrepreneur et bien d'autres choses encore. Multicasquette. C'est ça. Si je te demandais, c'est quoi le premier truc que les gens doivent savoir sur toi ? Savoir sur moi. Ils pensent me connaître. Mais c'est faux. C'est-à-dire ? On va te dévoiler après. Donc là, aujourd'hui, on est dans la box de CrossFit Saint-Quentin. Comme vous pouvez voir le logo avec le gorille. Pourquoi tu as choisi le gorille ? La puissance. Ça t'évoque la puissance ? Ouais, vraiment la puissance et ce truc du... Enfin, j'ai toujours été fasciné par les gorilles. Ok. C'est toujours un rêve. J'ai toujours dit, si un jour je deviens milliardaire ou quoi que ce soit, mon premier caprice, ce sera d'acheter un gorille. Même si c'est pas possible, et de ce fait-là, je filerai un peu de thunes à une réserve, et de ce fait-là, j'aurai mon gorille quand même pour aller jouer avec lui. Ouais, c'est un petit caprice. Il y a des mecs qui s'achètent des Ferrari, des trucs de ce genre-là. Pas besoin de ça. Moi, j'ai juste un gorille. Ok. Et tu sais même pas d'où ça vient ? Depuis mon enfance. Ça a toujours été cette fascination. Il y a des gens qui scrollent par exemple actuellement sur Instagram, sur plein de trucs. Je scrolle sur les gorilles. Voilà, c'est vraiment une fascination pour cet animal. Ok. Et si tu devais donner une devise ou une philosophie de vie, ce serait quoi la tienne ? Le karma. Je base tout sur le karma. Ça sent du vécu. Ouais. Tout sur le karma. Je joue tout là-dessus. Ok. Bon, du coup, on va passer à ton parcours. Oui. À tes origines. Alors, déjà, qui était le petit Eddy ? Le petit Eddy. Le petit Eddy, c'était un petit garçon qui était fan des arts martiaux, tout simplement, qui était un peu turbulent, comme diraient mes parents. Enfin, j'étais très, très actif étant petit, mais toujours fan de sport. Et j'ai toujours été dans ce truc de soit doux avec les faibles et dur avec les forts. Donc souvent, à l'école, j'étais souvent entouré de petits qui ça se passait bien. Mm-hmm. Mais malheureusement, il y avait toujours des lascars, des petites Kaira qui étaient là pour jouer un peu les durs. Et dans ces cas-là, je me faisais un malin plaisir à aller m'occuper de leur cas pour aller défendre les copains. Alors, je sais pas si toi, tu peux te rendre compte, parce que tu as 2 filles, c'est ça, hein ? 3 filles. 3 filles. Est-ce que cette mentalité-là, elle a changé ? Bon, je sais que toi, tu as inculqué quand même le sport dans l'éducation, etc. Mais quand tu vas dans les écoles, ou est-ce que tu ressens quand même qu'il y a un changement sur l'éducation sportive ? Ah oui, totalement. C'est du n'importe quoi, que ce soit l'éducation sportive en général ou simplement l'éducation. Hein, quand on voit les parents qui, à la sortie de l'école, sont déjà les mains remplies de Kinder Bueno à donner à leur gosse, t'es simplement en train de leur dire, t'es en train de tuer ton enfant. Et ces valeurs sportives, et c'est pareil, les gens ne veulent plus prendre de temps pour amener leurs enfants faire une activité sportive, etc. Parce qu'ils partent du principe où eux, ils n'ont pas le temps.
donc ils n'ont pas de temps pour leur enfant. Et ça commence vraiment à me poser problème. C'est souvent des sujets un peu tendus, que ce soit en repas de famille ou même avec des amis, quand tu leur expliques simplement que oui, tu vas prendre du temps pour ton enfant parce que le sport, c'est important pour lui, autant que l'éducation. Bah, ce que je trouve étrange quand même, c'est que allez, dans les années 90, vraiment début 2000, je trouvais qu'on faisait quand même pas mal de sport et il n'y avait pas de campagne de pub, etc. pour promouvoir le fait que les enfants doivent faire du sport, doivent manger sainement, etc. J'ai l'impression que c'était quelque chose de naturel. Ouais, c'était normal. Et là maintenant, plus il y a de pubs, plus j'ai l'impression qu'il y a plus d'inactivité, on fait moins attention à ce qu'on mange, enfin en tout cas pour les nouvelles générations. Mais on a nivelé totalement par le bas de toute façon. Je parle toujours de ça. C'est qu'il y a une étude qui a été faite il y a quelques temps. Si je dis pas de bêtises, les enfants entre 5 à 9 ans ont du mal à enchaîner 9 cloche-pieds. C'est un bordel quand même. T'imagines que là, les gamins, tu les vois, ils sont tellement en surpoids et ils ont tellement peu développé leur motricité que enchaîner 9 cloche-pieds, ils sont incapables. Je sais pas si on a un taux ou un pourcentage d'enfants obèses au niveau national. Ça doit être sorti. Hein. Je sais pas si... On aurait dû se renseigner là-dessus, mais c'est énorme. Et de toute façon, tu vois, l'alimentation, comment elle est gérée par les parents, ne serait-ce que ça se passe au petit déjeuner déjà. Hein. Le petit déjeuner, oui. Les céréales, les fameuses céréales, etc. Enfin, toute cette pub autour de la bouffe industrielle qui a été mise en place là, 90-2000, là, on est en train de le payer aujourd'hui. C'est que le gamin, pour lui, manger des céréales, même pour les parents, parce que le problème, c'est que ça reste les parents. Moi, souvent, j'ai des débats avec les parents où on me dit oui, mais Eddy, voilà, mon enfant est en surpoids. Oui, mais qui achète? Qui fait les courses? Ah ouais, mais s'il mange pas ça, ou sinon, il n'aime pas les légumes. Non. C'est une habitude qu'il a pris. C'est ça. C'est nous, en tant que parents, c'est notre responsabilité de faire manger correctement nos enfants. Nous contrôlons leur assiette. Nous contrôlons leur éducation. Donc, c'est pas cette éducation, ce que j'appelle un peu la con, là, actuellement, où l'enfant est roi et l'enfant décide. Non, ça marche pas comme ça. Et le problème, c'est que ces 10 dernières années, moi, le constat que je peux voir autour de moi, c'est que c'est les enfants qui décident. L'enfant décide s'il peut dire bonjour. Ça, c'est un truc qui me rend fou. L'éducation positive. Voilà, c'est l'éducation positive. Mais moi, personnellement, tu connais mes enfants aujourd'hui, ils croisent un adulte, ils disent bonjour. Ils sont pas forcés de faire un bisou. Oui. Mais au moins, ils disent bonjour. Ils checkent, ils disent bonjour. Là, maintenant, on a des enfants qui, le bonjour n'existe plus, le s'il te plaît n'existe plus, parce qu'ils exigent. Et le respect, il est passé où? C'est Montessori. Non, mais... Et après, on se plaint de problèmes d'éducation, on se plaint de problèmes de comportement à l'école. Mais le gamin dit déjà, si chez lui, il n'a pas de respect envers ses parents, comment il peut respecter la maîtresse? Qui par la suite va arriver face à un agent de police, face à quelqu'un d'autorité quand il va grandir? Comment voulez-vous qu'il comprenne qu'il doit respecter cette personne-là? Donc la hiérarchie, elle est totalement zappée dans ces cas-là. C'est-à-dire que respecter mon chef, aujourd'hui, j'ai pas besoin, parce que j'ai jamais respecté mes parents. C'est comme la peur de la police, des forces de l'ordre. Avant, tu faisais attention. Voilà. Ouais. Là, aujourd'hui, maintenant, limite, ça les amuse. Ouais. Et j'ai regardé, on est à 17%. 17%, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. D'obésité en France chez les adultes. J'ai pas trouvé de source pour les enfants. Apparemment, ça serait aux alentours de 7%. Mais c'est déjà énorme en soi. Quoi. Tout ça entraîne toutes les maladies chroniques, etc. derrière. Et ça, le problème, c'est que les parents ne s'en rendent pas compte. Mais quand tu files un Kinder Bueno tous les jours à ton gamin, avec le bon verre de jus d'orange, Madine Tropicana ou ce genre de marque qui est rempli de sucre, ton gamin, c'est une usine à sucre, tout simplement. Alors, tu m'en as parlé juste avant. Ton premier contact avec le sport, ça s'est fait avec les sports de contact? C'est ça. Très très tôt, donc moi j'ai mon père qui était dans les arts martiaux. Ok. Et donc j'ai suivi à l'âge de 4 ans. Dès l'âge de 4 ans, j'ai commencé par du taïdo, ensuite du taijitsu. Donc c'était un petit peu des mélanges d'arts martiaux mixtes de l'époque. Par exemple en taijitsu, fondamentalement c'était aikido, karaté et le judo. Ok. Et donc moi j'ai évolué dans ce cursus-là jusqu'à passer ma deuxième dan à 20 ans et pas mal de championnats et tout sur le côté. Quoi. Et qu'est-ce que tu retiens comme valeur? Le respect. Vraiment là-dessus, le respect. Et la maîtrise de soi peut-être?
Ça, je l'ai appris beaucoup plus tard avec la sagesse. D'accord. Ouais, c'est ça, la maîtrise de soi, on va dire que j'ai commencé à l'acquérir plus il y a à l'arrivée de ma deuxième fille. Mais ça, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, mais à l'arrivée de ma deuxième fille, chez moi, ça a été vraiment pas de ma troisième, ça a vraiment été un virage. Et donc après tout ça, il me semble que tu as été disque jockey. Ouais, bah après pour revenir légèrement au sport, donc j'ai les arts martiaux, après j'ai eu l'athlétisme dans lequel Ok. je me suis bien éclaté. Tu faisais quoi en athlète? L'athlète, j'étais lanceur de marteau. Je faisais D'accord. partie de l'équipe de relais, les trucs de bourrin, tu vois. Ouais. Rien en gorille. Je prends, je jette et je dois courir vite. C'est bon, ça me va. Et après, basket. Je suis arrivé dans le basket. J'ai le centre social à l'époque à Fresno qui organisait un camp. Et je venais de perdre mon oncle 2 jours avant. Et de ce fait-là, j'ai le directeur du centre social qui est venu me chercher pour me divertir un petit peu. Et qui m'a emmené sur un camp de basket. Et puis, c'est là où j'ai rencontré mon meilleur pote actuel. Penny, big up à toi. Et de ce fait-là, je suis arrivé dans le basket et là, c'est pareil, j'ai dû faire une dizaine d'années, quoi. Ah ouais, 10 ans. Donc, toujours multisport. Ok, donc. Mais ouais, le disque jockey, ouais. On en était là. Ouais, on en était là. Parce que ça n'a pas forcément été une évidence aujourd'hui où tu en es. Ouais. Il y a eu plusieurs parcours de vie, et Oui, notamment la vie de la nuit. C'est ça. Donc, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ? On va aller tout. Comment ça s'est fait déjà ? Est-ce Déjà, que tu avais déjà un rapport avec la musique depuis le début ou... Ouais, j'ai toujours eu un rapport avec la musique. Déjà, dès le départ, mon père également faisait à l'époque de la disco mobile. D'accord. Donc, à droite à gauche, faire les soirées, les mariages, les baptêmes, etc. Et moi, j'étais là, je l'accompagnais. Bon, je prenais les vinyles, je les rangeais entre deux, je voyais un petit peu comment il animait les gens, comment il réagissait avec les gens. Et ça m'a donné envie au fur et à mesure de commencer à m'y mettre. Lui était contre. Mes parents étaient totalement contre sur le fait que j'intègre le monde de la nuit, etc. Mais j'ai toujours été une tête de mule et si j'ai un truc en tête, j'irai jusqu'au bout. Et donc c'est là où ça s'est joué, où j'ai commencé au fur et à mesure à m'entraîner un petit peu avec mes platines. Et je suis vite arrivé dans la vie active. Ouais. Donc malgré tout, en sono ça coûte très cher. S'acheter des platines, ça coûte très cher, une bonne table de mixage. Acheter des vinyles à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, on peut télécharger de la musique assez facilement. À l'époque, un vinyle, c'était 15-20 balles. Donc, tu faisais attention à ce que t'achetais, et puis ton vinyle, tu le saignais jusqu'au bout, quoi. Et c'était quoi comme style de musique ? Moi, j'ai commencé par la funk et le hip-hop. Ok. Ouais, donc, très funk, très hip-hop. J'étais pas du tout dans la musique électronique comme je peux faire aujourd'hui. Donc, c'était funk, hip-hop. Et j'ai commencé à faire plein de taf sur le côté. Et mon but, c'était vraiment de travailler. Tout ce qui est études, etc. J'ai laissé derrière moi. Je voulais devenir DJ. Donc, de ce fait-là, j'allais bosser sur le côté. J'ai bossé à droite, à gauche, dans des métiers totalement à l'opposé de ce que je fais aujourd'hui. Et pour m'acheter mon premier matos, mes premières platines, ma première table de mixage de qualité, mes vinyles. Et c'est là où j'ai commencé à charbonner comme un fou pendant 4-5 ans. Je fréquentais les clubs, j'allais voir les DJ, je les regardais. Je leur demandais si je pouvais essayer. On me disait non. C'est pas grave, je restais à côté d'eux. Mais j'étais capable de rester 10-12 heures à côté du DJ. Pour apprendre. Je le regardais travailler. Ouais. Juste, le mec, je le regardais travailler. Je regardais comment il vivait avec le public. Cette interaction, cet échange. Je découvrais également des morceaux. Et au fur et à mesure, moi, je continuais à bosser dans ma chambre. Et un jour, j'ai pris le culot. J'ai commencé à aller sur Amiens. Et c'est là où ma carrière s'est lancée du jour au lendemain. Et ça a été quoi l'élément déclencheur qui a fait que ta carrière s'est lancée ? Tout simplement, si Ben écoute ce podcast, merci à lui. Je devais intégrer l'UCPA, donc l'école des DJ. J'avais passé les tests à Lyon et sur lesquels ça s'était très bien passé, mais je devais attendre 6 ou 8 mois. Et donc là, j'ai commencé à fouiner un petit peu, à me renseigner sur les clubs. Je me suis dit, je vais auditer pour des clubs, puis on verra bien. Et là, donc j'ai à l'époque le Millennium à Amiens. Ouais. Qui était le plus gros club d'Amiens, c'était là-bas où il y avait toutes les soirées Stabs, etc., qui me contacte pour une soirée étudiante, qui me dit, voilà, ce soir, il y a une soirée étudiante. Ok. Donc moi, la plupart des soirées que j'avais faites à l'époque, c'était des petites soirées de 200, 300 personnes sur Saint-Quentin, les soirées infirmières, les trucs de ce genre-là. Et tu te retrouves dans un club où tu arrives et tu as quasiment 1500 personnes qui sont devant toi. Et là, tu commences à pas être bien. Et tu te sers de cette adrénaline, l'adrénaline, tu t'en sers.
tu pars avec, et là, je fais un bon set, ça se passe bien, j'arrive à emmener les gens avec moi. Là, le patron et le DA viennent me voir pour me proposer une résidence. Donc moi, un petit peu gêné, parce qu'à l'époque, j'ai 18 piges. À côté de moi, j'ai un mec qui a quasiment 40 balais, qui, lui, c'était déjà son métier, il était déjà dedans depuis des années, et on me propose donc partager la résidence avec lui, donc lui, il le prend pas forcément bien. Et on arrive quand même à travailler ensemble, là, sur quelques mois. Et ensuite, donc d'Amiens, je suis revenu sur Saint-Quentin. Là, on a vécu l'époque Windsor, donc là, j'ai commencé à mettre un petit peu dans la musique électronique, etc. Et ensuite, l'arrivée sur l'île, et puis là, on s'est éclaté, quoi. L'électro, ça s'est fait naturellement ou c'était un peu dur quand même d'accrocher le wagon Il y a un moment, il fallait prendre un virage. C'est-à-dire que le hip-hop, à l'époque, c'était pas fait pour être dans les clubs. C'était des musiques de Kaira, donc il fallait... je voulais pas être dans ces soirées-là. J'ai vécu des soirées hip-hop, c'était atroce, hein, c'était du n'importe quoi, ça fumait dans tous les sens, c'était des bagarres de partout, enfin c'était l'anarchie totale. Et ça me plaisait pas de partager ces moments-là. Les soirées funk, c'était pas forcément le public que je recherchais non plus, parce que la funk à l'époque c'était pas autant remis en avant qu'aujourd'hui. Donc il fallait s'ouvrir à une clientèle de clubbers. Donc ces fameux clubbers, qu'est-ce qu'ils étaient ? On était en quelle année là ? Là, on remonte en 2000. Ouais, on arrive en 2010 à peu près. 2008-2010. Donc, c'est là où tu as toute l'explosion. On a l'époque de Bob Sinclair, etc. Et forcément, je me laisse embarquer là-dedans et puis c'est parti, quoi. C'est vrai qu'il y a eu une grosse explosion avec tous ces gens-là. Et il fallait prendre le virage en tant que DJ parce que clairement, sinon après, tu passais complètement à côté. C'est une décision à prendre. C'est si je veux en vivre. Je suis pas en train de cracher sur ma valeur à ce moment-là. C'est ce que j'expliquais à pas mal de gars, parce que pas mal de gars me disent tu passes du hip-hop à l'électro. À l'époque, c'était vraiment deux trucs totalement différents. Et non, c'est pas différent. C'est moi, mon but, je suis DJ. Je suis là pour quoi ? Je suis là pour faire danser les gens. Donc, oui, j'ai certaines valeurs à ne pas passer certains morceaux que j'estime de la merde au club, mais mon but, ça reste de les faire danser. Donc, si je dois passer par l'électro, je fais de l'électro et du hip-hop. Et après, j'étais connu de toute façon pour ça. J'étais connu pour ne pas être un DJ que électro. J'étais un généraliste, mais à ma sauce. Donc j'aimais bien jouer branché électro, branché hip-hop. Et voilà, ça s'arrêtait là. Après, le rap français, etc., c'était trop pour moi. Je laissais ça pour les autres. Ouais, ça c'est... c'est un autre débat sur français, new school, old school. Et après, ça, on pourra en parler un peu plus tard. Mais bon. Et du coup, à cette époque-là, un DJ, ça gagne combien ? Ah là là, c'était ça en cachet, c'est ça, hein, ouais, la presta. C'est ça. Puis moi, j'ai vécu vraiment sur une période où c'était un peu l'anarchie, hein, et t'avais pas d'entrepreneuriat, t'avais pas d'auto-entrepreneur. Pour avoir un contrat, il fallait courir un peu. Donc, je vais pas balancer tous les gars pour qui j'ai travaillé, mais la plupart du temps, c'était au black, les gars. Et mais bon, c'est à l'époque, en termes de cachet, je crois que j'ai dû commencer avec des soirées à 80 balles. Ah ouais. Tu te déplaçais à Amiens, 80-90 euros. Et déjà, les patrons, t'imagines, ils te payaient moins qu'une bouteille qu'ils vendaient, quoi. Mais c'était compliqué parce qu'il fallait se mettre en avant, il fallait gagner ta vie, il fallait acheter ta musique sur le côté. Et t'as toujours un peu ce syndrome de l'imposteur. Ça, on en parlera tout à l'heure dans le coaching, etc. Mais ce syndrome-là qui dit, ouais, mais est-ce que je peux demander cette somme-là ? Est-ce que je la mérite vraiment ? Et au fur et à mesure, après là, j'ai commencé voilà, je me suis imposé, j'avais mon background qui me permettait aussi d'imposer. Les gars qui m'appelaient pour leur soirée, vous voyez que mes soirées se passaient très bien, que les gens ils étaient contents, ça consommait, parce que ça reste le but principal du DJ aussi, hein, c'est bien de faire danser les gens, mais il faut trouver le moyen de les faire consommer également. Et là, les cachets ont très vite monté. Après, j'étais plus à 250, 300, 400 euros sur les soirées, quoi. Ok, donc tu as fait Amiens, ensuite... Amiens, Saint-Quentin. Saint-Quentin, ouais. Saint-Quentin, je suis revenu à Saint-Quentin avec l'époque du Windsor, où là j'ai rencontré ma femme, et après, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Et après, donc, de Saint-Quentin, on est passé à Lille. Lille, on a vécu notre plus grosse partie de carrière là-bas, et après on est reparti sur... je faisais Lille, Reims en même temps. Il y a un moment, c'était un peu le bordel, parce que j'alternais 4 soirs par semaine. Et après, on est revenu à Saint-Quentin pour terminer notre petite carrière au Blue Monkey, tranquillement. Ok. Et du coup, j'imagine que le rythme de vie,
comment dire, enfin, la santé en général, je pense que ça doit en prendre aussi un coup de vivre la nuit, Ouais, enfin, puis je pense que ça a aussi des mauvais côtés, des côtés oui, oui. sombres. On va y aller sans filtre sur cette partie-là, mais clairement, moi, le monde de la nuit, ça reste une très belle période dans ma vie parce que j'ai appris énormément de choses, que ce soit sur l'entrepreneuriat, tout ça. J'ai eu des patrons comme Pierre à la suite qui m'ont quasiment tout appris sur l'entrepreneuriat, sur la façon de gérer une équipe, etc. Donc il y a vraiment ce côté familial dans la nuit. Enfin, j'ai eu la chance de bosser dans des clubs, d'avoir des résidences familiales, où là, tu avais vraiment des équipes soudées, etc., qui étaient là. Mais personnellement, moi, la nuit m'a emporté un moment. J'en ai vu beaucoup partir dans les drogues dures, dans tout ça. De toute façon, on le voit encore avec le reportage avec Avicii sur Netflix, Ouais. qui prouve que bah oui, le monde de la nuit, c'est bien, mais on a vite fait de se laisser embarquer. Je pensais maîtriser la nuit, mais c'est elle qui me maîtrisait. C'est-à-dire que j'étais tombé dans un cercle vicieux où surconsommation de café, surconsommation d'alcool, tabac. Enfin, on se laisse vraiment embarquer dans un truc où on pense que c'est cool et c'est ça qui nous maintient. Mais en réalité, t'es juste accroché à tes 30 cafés dans la journée, à des tonnes de Red Bull, ce qui m'a coûté 2-3 passages aux urgences Ah ouais. avant que j'arrête le monde de la nuit. Hein. Je suis arrivé un soir à la maison où je suis dans le lit et Laura me regarde, qu'est-ce qui va pas? Et j'avais vraiment l'impression de mourir à ce moment-là. J'ai vraiment eu ce truc où tout mon corps se relâchait. Et je suis arrivé aux urgences, mes bras volaient dans tous les sens, mes jambes, je ne contrôlais plus rien. Nerveusement, je ne contrôlais plus rien. C'était un burn-out. Ouais, c'est ça, j'étais en plein burn-out, mais le problème, c'est que je cumulais ça au fur et à mesure. Donc, tout ça pour courir après quoi? Après un peu d'argent, après un peu de célébrité, parce qu'il y a un moment, c'est pareil, tu te laisses emporter. Mhm. Les gens t'appellent, te donnent tes dates. Donc, toi, c'est pas que tu prends le melon, mais tu commences à croire que tu peux faire quelque chose. C'est une époque où on arrive à produire un morceau, le morceau passe un petit peu sur Fun, on passe un peu sur Galaxy, on commence à avoir des interviews, on commence à faire un truc, et toi, dans ta tête, tu dis, ça y est, je suis dans le game. Mais t'es rien. T'es juste un pion dans le monde de la nuit. Enfin, Et t'es vite oublié. mais parfaitement. Parfaitement. Dans le monde de la nuit, voilà, t'es pas le DJ là du soir, donc 15 jours, on t'a oublié. T'es rien. Et le problème, c'est qu'on est retourné il y a très peu de temps sur l'île avec Laura. Et ce qui fait mal au cœur, c'est de voir encore des DJ je voyais à l'époque, qui sont toujours dans le même délire, et tu les vois pas évoluer. Mm. T'es toujours en train de jouer dans un troquet, en train de chercher après quelque chose. Mais tu cherches après quoi? C'est ça le problème. Ouais, le rêve qui ne sera jamais atteint. Non, mais c'est ça. Aujourd'hui, clairement, si tu veux exceller dans le monde de la nuit, tu vois des mecs qui le gèrent quand même très bien. Tu vois des mecs comme Bob Sinclair, Guetta, etc. Ces mecs-là, ils ont compris la nuit différemment. Ils savent que ça se joue par le studio. Mm. On s'en fout que tu mixes 60 heures dans la semaine. De toute façon, si tu mixes 60 heures dans la semaine, c'est du temps que t'as pas dans le studio. Est-ce que si tu veux faire vraiment de l'argent, c'est dans les studios que ça se passe. Parce que c'est là où tu vas produire des morceaux, c'est là que tes morceaux vont être diffusés en radio, c'est là que tu vas pouvoir accéder à des scènes, et c'est là où tu vas gagner ton argent. Mixer 6 fois par semaine pour un cachet à 300 balles par soir, ouais, c'est bien. Mais c'est tout, ça s'arrêtera là. Parce qu'il y a un moment, tu sais que physiquement, tu tiendras plus. Et du coup, même question, il ressemblait à quoi, Eddie, à cette période? Là, mais 25 kilos en plus. Et pas en muscle. Non, c'était... à l'époque, j'ai toujours été dans les mêmes valeurs. Dans les valeurs humaines, on a toujours été présents, j'ai toujours été avec les mêmes personnes, j'ai toujours les mêmes amis. Donc c'était. Après, il y a d'autres personnes qui à l'époque s'étaient rattachées à nous dans mon cercle un peu privé, mais c'était plus par profit. Mais j'en avais conscience. Et comme aujourd'hui, que ce soit dans le monde du coaching, on sait tous qu'à partir du moment où on est mis un petit peu en lumière, mais il y a toujours des gens qui vont se rattacher un peu par profit pour être eux aussi prendre un peu de cette lumière-là et dire je suis là. Mais ouais, sinon j'étais quelqu'un de. Moi, pourquoi je suis toujours quelqu'un de fun. Enfin, je pense très fêtard. Très fêtard, voilà, on aime bien la bonne bouffe comme aujourd'hui. Bon, ok, il y avait l'apéro en plus, mais toujours quelqu'un proche des amis. Là pour eux, je pense avoir été là aussi pour ma femme, mes enfants, etc. Même si pour mes enfants, j'étais quand même, pour mes 2 premières, un petit peu moins présent, parce que je passais vraiment énormément de temps à travailler à l'époque. Ok. Et du coup, est-ce que cette période aux urgences, ça a été l'élément déclencheur pour ton changement de vie ou... Pas encore. Non. Pas encore à cette Il se époque. passe encore combien de temps après? Il se passe encore 2 années, 2-3 années. Donc, c'est-à-dire que je vis cette période-là.
On quitte Lille avec Laura. On arrive au Blue. Le Blue, club sympa, qui avait des bons projets, etc. Dans lequel on se laisse embarquer. Et je te dis, c'est vraiment à l'arrivée de ma 3e fille où j'ai eu un élément qui a fait c'est que un soir, je suis en train de jouer, il est 1h30, un truc de ce genre-là, les gens sont là dans le club, ça fait un peu la fête, etc. Et je reçois un message de ma femme qui est partie aux urgences avec ma dernière. Qui avait quel âge? Mimi, elle avait à peine 6 mois. D'accord, ouais. Et c'est le truc du va falloir que tu ailles aux urgences, mais t'as picolé. Et t'as pas picolé qu'un verre. Et je suis arrivé aux urgences, je sentais l'alcool. Et le regard de ma femme, déjà, quand elle me voit arriver aux urgences avec cette odeur d'alcool. Mais le pire, c'était le regard de l'infirmière. L'infirmière qui te regarde, toi, t'es là pour ton enfant. Parce que malgré tout, même si dans ta tête, tu redescends, mais t'es là pour ton enfant, pour ta femme. Ton rôle de papa dans la vie, c'est quoi? C'est d'être présent pour ta famille, de pouvoir les protéger. Et je suis désolé, les gars, mais à ce moment-là, on gère plus rien. Même si on pense gérer, on ne gère plus rien. Et là, pour moi, j'avais échoué à ma mission. C'est-à-dire que là, s'il se passait un truc de grave, je pouvais pas répondre. J'étais pas présent. Donc, à ce moment-là, je suis rentré à la maison et une petite discussion avec ma femme. Et c'est là où je me suis dit non, là, il va falloir que je passe vraiment à autre chose. Et là, j'ai commencé à arrêter de boire, me remettre sérieusement au sport, etc. Tout en continuant le monde de la nuit, mais en voyant les choses différemment. En voyant ça plus comme un hobby. Je vais travailler. D'accord, ok. Et comme dans tout métier, on se pointe pas la journée bourré au taf. Ça n'existe pas. C'est comme si demain, tu allais te pointer au boulot totalement caissé. Non, tu fais pas ça. Donc, c'était plus je vais faire la fête avec les gens, je vais travailler, je vais mixer. Donc, j'arrivais, je faisais mon set, je tournais au Perrier, voilà, hop, je rentrais chez moi, point barre. Et plus d'after, plus de ceci, plus de ça là. Donc, du coup, t'es passé au sport. Quel sport? Je suis revenu au sport. Et c'est là où je découvre le CrossFit. Donc, le CrossFit, j'en avais entendu parler donc déjà en 2014. Ouais. Donc c'est une période où je commençais déjà un petit peu à bouger, à essayer de faire des circuits training, etc. Et je commence à me pencher sur ma reconversion, donc j'y pense. Et je tombe sur le level 1. Je commence à le lire une fois, 2 fois. Puis là, je commence à comprendre la méthodologie, ce que voulait faire passer Greg Glassman, etc. Sur le mindset, le lifestyle, etc. Et je dis à ma femme, je veux faire ça. Mais tu veux faire quoi? Je veux repartir dans le sport. C'était ce qui m'était donné à la base. J'avais des qualités dans le sport, je cartonnais dans le sport à l'époque en tant que compétiteur. J'enseignais déjà dans les arts martiaux. J'avais déjà cette fibre de transmission et de vouloir donner ce que je savais aux autres. Donc j'étais parti pour ça. Et donc c'est là où j'ai continué à mixer. Et donc j'ai commencé à me mettre dans le sport tranquillement, donc à apprendre la méthodologie, à commencer à apprendre à bouger. Et ensuite, c'est là où toute la fame a monté, et les projets du garage, etc. quoi. C'était notre période. Donc le garage, moi je connais l'histoire, mais est-ce que tu peux la réexpliquer un petit peu? Ouais, carrément. Donc pour faire simple, de toute façon, ce qui s'est passé, donc mon arrêt brutal du monde de la nuit, ça a été un accident de l'oreille interne. Où en pleine soirée au bout de mon quille, j'ai mon oreille interne qui claque, et là terminé. Eddie, chaos technique, ce qui m'a coûté quelques mois quasiment 1 an de kiné vestibulaire, etc. Parce que je passais toutes mes journées à me lever et à tomber, me lever et tomber. Ce qu'il faut savoir, c'est que les oreilles, une fois que c'est touché, c'est vraiment la merde. Et donc là, j'avais un kiné vestibulaire à Saint-Quentin qui a réussi à me remettre sur pied, et en même temps, je faisais mon sport. Et le confinement arrive, donc plus de clubs d'ouvert. Du temps pour moi. Moi, je vois le confinement arriver comme quelque chose de là, je vais avoir du temps pour moi. Une opportunité. C'est ça. Donc, j'y vais. Mais pas forcément professionnelle. Tu t'es dit une opportunité pour moi-même, pour me recentrer un petit peu. Je veux avoir du temps pour me recentrer sur moi-même, ouais. Pour me concentrer sur mon avenir également. Et là, je me forme. Là, je me lance à fond, je reviens dans le coaching perso et tout. Et autodidacte, tu t'es pas formé, tu t'es renseigné. Je me suis renseigné et donc j'ai commencé à m'approcher de quelques gars qui m'inspiraient énormément. Des gars comme Guillaume Guillou, des trucs de ce genre-là, où j'ai appris énormément sur ses podcasts. À l'époque, il a été très malin. Il a lancé une sorte de formation en ligne
sur laquelle hop, je suis parti totalement. Et puis le mec, il avait fait pour moi 300 formations. Enfin, c'est de la folie. Guillaume, il a vraiment ce truc-là. C'est un mordu de formation. Et il partait du principe où ce que j'apprends, je vais vous le donner. Et ce que moi, j'adore faire. Donc de ce fait-là, tout ce qu'il donnait, je le prenais. Je faisais des notes et puis j'allais me renseigner aussi à droite à gauche. Parce que je pars toujours du principe où on peut pas juste se fier à un son de cloche. Ouais. Donc lui, il avait sa façon de voir les choses, mais j'avais aussi besoin de voir d'autres horizons. Et de ce fait-là, je réunissais ça au fur et à mesure. Et je dis à Laura, il va falloir faire un peu de bif quand même, quoi, tu vois. Avec le confinement, elle est là, autant joindre l'utile à l'agréable. Et donc je lance mon garage. Où là, dans un espace de 8 mètres carrés au début, parce que je crois que j'avais pas tout pris le garage. Ça s'est terminé par prendre tout le garage à la fin du confinement, mais au début, c'était vraiment une petite partie où j'avais réuni un petit peu de matos. Et là, j'avais commencé à me former dans la réathlétisation du genou, le dos, parce que j'étais quelqu'un qui avait eu pas mal de problèmes de genou et de dos. D'accord. Je me suis dit, il va falloir que je me soigne, que j'apprenne à me soigner. Et de cette là, si ça marche sur moi, je vais pouvoir tester sur les autres. Et ça avait marché sur moi. Donc là, à l'époque, il y avait Thomas et Momofal qui fouteux aussi, et qui me contactent. J'avais fait un peu de pub sur Snap et tout à l'époque, et qui me contactent, qui me disent je suis chaud, je veux bien te faire confiance, donc on y va. Et là, je commence à me lancer avec eux, donc dans les protocoles. Donc, ils me servent de crash test, totalement. C'était à l'époque, c'était du crash test. Et ça se passe bien pour eux. Thomas récupère de l'amplitude de mouvement, il récupère ses jambes, etc. Momo, pareil, peut reprendre le foot et tout. Et mine de rien, ça m'a fait de la bonne com. Entre-temps, j'avais aussi Dylan à Verlan, qui, en tant que boxeur pro, je gérais sa préparation. Et tout ça, ça a commencé à parler un petit peu, et je commençais à gérer les gars. Et à la fin du confinement, on s'est retrouvés, je crois, à plus d'une trentaine de mecs qui venaient s'entraîner la journée, quoi. Sur un garage de combien de mètres carrés? On était sur 12 mètres carrés. Ah ouais. Mais on avait fait ça super bien, parce qu'on n'était pas non plus des gogoles avec Laura, parce que les gens, de ce fait-là, on faisait rentrer chez nous, quoi. Il y avait des horaires. Et il y avait des horaires imposés, donc tu avais les premiers gars, ils venaient s'entraîner à partir de 7h le matin. Et donc chacun avait son créneau d'une heure. Je prenais une personne par une personne, donc là on était vraiment dans du perso pur et dur. Voire deux si les mecs s'entendaient bien. Et donc ça rentrait, prise de température, lavage de main, il y avait tout un protocole qui était mis en place, etc. Avec ce fameux Covid. Et donc, mine de rien, il fallait protéger nos enfants aussi. Et c'est là où on a réussi à monter tout un groupe, etc. C'était totalement fou. Avec rien. Clairement, j'avais 5 kettlebells, 3 élastiques, une barre de traction, un assobike qu'on avait emprunté à la Vaillante. C'était du n'importe quoi. Mais c'était génial, parce que pour moi, c'était des souvenirs aussi. Ah oui, puis c'était mes premières expériences. C'est là où tu peux t'amuser à faire du crash test avec les gens. Ouais. Les gens en avaient conscience, mais moi, ça me permettait de tester mes méthodes. Ma vision sur ce dont j'avais appris avec ces différentes personnes-là que je recentrais pour créer ma vision du CrossFit, pour créer ma vision de la préparation physique, c'est à ce moment-là que j'ai créé ça. Et c'était magnifique. Et voilà, de retour, donc on s'était arrêté à l'épisode garage, Ouais. où donc tu avais pratiquement une trentaine de personnes qui venaient toujours au black. Toujours. Toujours. Et donc, à partir du moment où tu as vu que ça prenait de l'ampleur, que ça fonctionnait, est-ce que la décision de créer une box s'est faite naturellement, ou il y a eu quand même pas mal de Non, ça s'est fait naturellement. Okay. Directement avec Laura, on s'est dit, il y a quelque chose à faire. De toute façon, je voulais pas repartir dans le monde de la nuit. Ouais. Donc je suis reparti dans l'esprit d'entreprendre. Donc il fallait que je me lance. Là, on a commencé à visiter pas mal de locaux, etc. Et forcément, ça coûte de l'argent. Monter un business plan, c'est pas donné à tout le monde. Moi, je n'y connaissais strictement rien là-dedans. Et donc là, je vais visiter le complexe d'Oscar, là, au Blôme. Et donc, il me montre un lieu, etc. Et on était deux sur cette partie-là. Donc là où tu as le resto là, qui est juste derrière les restaurants de thé, ouais. Tu as tout un espace. Et ouais. là-bas, on avait projeté de faire la box de CrossFit. Là. D'accord, ok. Et donc, on était deux avec Darnell à l'époque sur le même local. Et donc, Oscar me fait rencontrer Darnell pour me dire, voilà, vous avez le même projet en commun, vous pouvez sûrement vous associer pour faire quelque chose. Et Darnell, lui, à l'époque, il avait les finances, il avait le local. Donc, de suite là, c'était une opportunité pour moi de me professionnaliser un peu dans le monde du sport.
Apprendre aussi. apprendre à ses côtés, etc. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a lancé le concept d'une ensemble. Donc lui, il était là en tant que financeur et moi, j'étais plus là dans la gestion Mhm. du terrain directement. Et donc ça a duré 1 an et demi à peu près, 1 an et demi à 2 ans, je crois, on a travaillé ensemble. Mais on avait une vision totalement différente du business en soi et de la gestion de de la salle. D'accord. Et donc humainement, on s'entendait bien, il n'y avait pas de problème là-dessus, mais professionnellement, il y a des moments, il y a des compatibilités qui ne sont pas possibles. Et donc là, entre-temps, avec Ousmane, on crée l'association, donc Fit Squad 2C, et on avait commencé à déjà prendre l'affiliation CrossFit D'accord. pour commencer à mettre le CrossFit en place à Saint-Quentin, avant que quelqu'un prenne notre place. On savait très bien qu'à un moment ou à un autre, le CrossFit allait se développer à Saint-Quentin. Ça commence à exploser, en tout cas au niveau national. Ouais, Donc, c'est ouais, ça, allez. il fallait y aller de toute façon. Ouais. Et donc de ce fait-là, on a quelques adhérents qui nous rejoignent, qui paient l'affiliation. Et il y a un moment où j'arrive sur une période, donc c'était en décembre, où on se réunit avec Darnell et je lui dis, on va faire un truc qui est très simple. Toi, tu veux simplement faire de l'investissement. Moi, je veux développer le sport. Donc, ce que je te propose, c'est que je reprenne le local. Et comme ça, je te paye le loyer. Et comme ça, nous, on peut lancer le CrossFit à 100% là-dessus. Et donc, c'est là, après que derrière, la boxe est arrivée. Ok. Après, entre deux, on a eu d'autres choses. À l'époque, avec Ousmane et moi, on avait une autre personne qui est associée avec nous. Ouais. Ça, je sais pas si tu en as déjà parlé. Ça. Non, non, non. Et donc, cette troisième personne-là, c'est une personne que j'avais commencé à former un petit peu. Donc, il était venu intégrer le garage à l'époque. Donc, j'avais déjà commencé à le former, à le mettre dans le truc, etc. Personne à qui j'avais passé beaucoup de temps, donc à transmettre. Et malheureusement, il y a des gens avec qui tu sais que ça sert à rien de leur donner du temps, parce qu'il y a un moment ou un autre, ils vont essayer de te manger. On a une phrase dans le monde de la nuit, et ça c'est Pierre qui me disait toujours, ne mords jamais la main de celui qui est en train de te donner à manger. Et lui, il était passé à côté de ça, et il pensait nous mettre sur le même pied. Donc c'est-à-dire que moi j'avais le projet, la clé du projet, Mhm. tout était mis en place, et du jour au lendemain, on me dit, mais moi, on va faire 50-50. Attends, je te transmets tout. J'ai le projet à la main. Je vais passer beaucoup plus de temps que toi à gérer. Et toi, tu veux faire 50-50. Tu essaies juste de m'enculer. Et c'est là où je vais revenir sur le karma. Si tu veux, il y avait une troisième personne qui était là aussi pour investir de l'argent avec nous. Mhm. Et donc, on avait rendez-vous un soir chez cette personne-là. Donc, on devait tous se réunir pour manger ensemble et commencer à vraiment parler de business tous les trois. Et donc, à cette période-là, j'ai un retour d'hernie discale. Donc, je dois mettre une poche de chaud assez souvent sur le dos, etc. Laura vient me chercher avec les petites. Et on monte dans la voiture. Donc, il y avait une poche de chaud. Mhm. T'imagines, donc le truc posé dans le dos, etc. On roule 50 mètres et la poche explose. Donc, on se retrouve dans une situation de stress dans la voiture où moi, je suis totalement brûlé dans le dos. L'eau bouillante a été projetée sur ma femme, sur le côté. Donc D'accord. Laura, c'était vraiment une situation bizarre. On vient de passer le stop. Les enfants qui pleurent dans la voiture, Laura qui est en stress, etc. On fait demi-tour, on revient à la salle. Moi, je commence à voir le cou de ma femme brûlé, son épaule brûlée. Le premier réflexe qu'on a eu, c'est de regarder nos enfants si ça allait bien. Ouais. Directement, boum, direction les urgences. Et on se retrouve, moi je vois ma femme partir, donc aux urgences ils ont pris directement en place Laura pour lui soigner ses brûlures, etc. Et moi j'étais tellement focus sur mon rôle, donc d'être là pour mes enfants, que je suis resté avec mes 2 filles dans le chiotte, où l'image elle était totalement rouge, j'ai mes filles qui prenaient de l'eau et qui me jetaient de l'eau comme ça, de l'eau froide sur le dos, parce que je suis brûlé là, tout l'arrière du dos, le fessier, etc. Enfin je suis passé à rien d'une grève de peau. Ah ouais. Ah ouais, non, c'était un délire. Et pour te dire que la vie, ce soir-là, a fait que il fallait pas qu'on aille à ce repas-là. Et c'est quand on s'est retrouvé, parce qu'on avait quelques doutes avec Laura, et c'était notre premier réflexe. On s'est regardé, on a dit, on ne devait pas aller à ce repas-là. Hmm. C'était un signe de la vie. Et depuis, je ne fais qu'attention qu'aux signes que la vie m'envoie. Ok. Ouais, c'est vraiment quelque chose sur laquelle je suis basé. C'est s'il se passe quelque chose, c'est qu'il y a une raison. C'est la vie qui veut pas que je fasse ça, ou qui veut que je fasse ça.
Bon, du coup, j'imagine que la réunion ne s'est pas faite. La réunion ne s'est pas faite du tout. Cette personne-là, la semaine suivante, dégagée. Hmm. Il n'y a pas eu de discussion. Ouais, Bon, tu merci. lui as juste dit que tu as eu l'intuition et. Non, non, même pas. C'est fou le camp. Et puis voilà, ça sert à rien. De toute façon, quand les gens, tu sens qu'ils veulent te manger la main, voilà, c'est tout. Il y a un moment, il faut pas prendre de gants et puis il faut la rentrer dedans et puis les envoyer chier. Et de toute façon, ces mêmes personnes-là aujourd'hui qui se créent des problèmes à droite à gauche. Enfin, après, maintenant, ils font ce qu'ils veulent. Mais ça les regarde. En tout cas, nous, il fallait qu'on prenne une décision pour notre business, pour notre famille. Et c'était fait à ce moment-là. Et du coup, t'as mis combien de temps pour t'en remettre La brûlure et tout, je crois que 3 jours après, je retravaillais déjà. Ah ouais. Ah oui, oui, oui. Ça, là-dessus, là, le travail, c'est le travail. Et enfin, pour en discuter avec Laura, là, quand j'ai eu ma deuxième opération d'une hernie discale, j'étais encore en résidence sur l'île. 3 semaines après, j'étais déjà de retour aux platines. Il fallait bosser, il fallait manger, j'avais pas le temps d'attendre et puis d'être là, de me morfondre sur mon sort. Non, non, il n'y a pas de temps pour ça. Il faut faire quelque chose, il faut rentrer dans le tas. Donc on y va. Bon, il n'y a plus forcément la même notion, enfin le même rapport maintenant au travail. J'ai l'impression que maintenant c'est plus le côté perso qu'on met, qu'on priorise, Oui. plutôt que le côté pro. Bon, je pense que tu as aussi pris du recul Oui, là-dessus. tu prends du recul là-dessus. Hein, ma vision du business aujourd'hui avec la salle, c'est pour ça que je me suis entouré de Clarisse, Nico et Ousmane. Des gens de qualité qui ont une bonne façon de voir le coaching et qui ont la même vision de vie que la mienne, mais qui ont compris que si je les embauchais, c'est pour avoir du temps. Le temps, c'est de l'argent. Je l'ai appris avec Daniel Chaffé, notre responsable CrossFit France. Et c'est vraiment sa phrase. Et ça, ce truc-là, c'est pareil, c'était un déclic chez moi. C'est ouais, je peux être tout seul dans cette salle, gagner 6 000 balles par mois, 7 000 balles. Sans problème. Mais pourquoi faire? Pour pas voir mes enfants grandir? Pour être là, être dégoûté de mon métier? Non. Je préfère gagner 5 fois moins et être tranquille chez moi. Puis même après, même niveau santé et mental, faut réussir à tenir quoi, tout seul. Puis le coaching, c'est un peu comme ce métier dans l'artistique. Si t'en fais trop, tu vas t'en dégoûter. Ouais. C'est sûr. Donc, vaut mieux moins coacher et être impliqué à 3000% dans ta séance de coaching. Donc, tu es impliqué pour tes adhérents, tu es là pour eux, tu vas leur donner le meilleur de toi-même, que si tu en es à ta 7e heure de coaching dans la journée, entre ton heure 1 et ton heure 7, ta qualité de coaching, elle va descendre. Même si, au fond de toi, tu veux donner le meilleur, tu seras forcément moins performant au bout de ta 7e heure de la journée. Ça marche pas. Oui. Du coup, donc il y a eu Dune, il y a eu Fit Squad. Fit Squad, ouais, et c'est là qu'est arrivé CrossFit Saint-Quentin. Donc Dune, au début, c'était combien d'adhérents à peu près? Dune, je crois qu'on était monté à 70 adhérents, 80 adhérents, je crois. Et du coup, une fois que tu as ouvert Fit Squad... avec Fit Squad, c'était des gens de Dune qui étaient sous l'association. Ouais. Après, ça a commencé à raboter un petit peu, mais c'est pareil, c'était pas un palier qu'on arrivait à franchir. C'est vraiment au moment où j'annonce à Darnell qu'on va se séparer, que lui va faire son business, que nous va faire notre business, qu'on prend CrossFit Saint-Quentin, qu'on met vraiment ça sur l'enseigne, qu'on y va à 3000% avec notre vision du coaching, notre vision de la gestion du business, que là, on explose directement. Je crois qu'on passe à 120, 130 personnes directement. Et jusqu'à aujourd'hui, si j'inclus les enfants, on est à plus de 200 personnes. Ouais, donc belle augmentation. Ouais, en 3 ans, une belle augmentation, etc. Et pourtant, aujourd'hui, on a quand même, entre parenthèses, de la concurrence qui s'est installée sur la ville. Hein, parce qu'à l'époque, on était la seule salle de coaching à Saint-Quentin. Ouais. Et tant mieux si on a pu inspirer des gens. Moi, ça me fait toujours plaisir d'inspirer les autres. Mais je veux toujours être le premier. Ça, j'y tiens. Donc, on m'inspirera pas sur cette ville, mais je préfère avoir inspiré les autres. Et donc, de ce fait-là, il y a eu d'autres salles de coaching qui arrivent, le sport se démocratise, et le coaching se démocratise sur la ville. Et ouais, je pense avoir fait partie de ces pionniers-là et toujours en faire partie, de pouvoir avoir inspiré ces entrepreneurs dans le sport, quoi. Et toujours aussi avoir un temps d'avance sur les autres. C'est ça. Donc, tu as voulu des nouveaux locaux. Donc aujourd'hui, on est dans la nouvelle box qui a ouvert depuis maintenant... Le 1er janvier. 1er janvier. Ouais. Ok. Donc là, c'était pour plus grand, parce que finalement, il y avait de plus en plus d'adhérents. C'est ça, beaucoup de demandes et moins de capacité d'accueil. Ouais.
Donc voilà. Est-ce qu'il y a un virage que tu veux prendre, est-ce que tu veux toujours être en avance sur les autres et ça serait quoi la prochaine étape pour offrir toujours plus, ou est-ce que là aujourd'hui tu te dis c'est bon, j'ai des bonnes bases, je continue là-dessus? Jamais. Jamais. Je ne pourrais jamais me reposer sur mes lauriers. Je pars du principe où je veux toujours donner le meilleur pour moi-même, mais surtout pour mes adhérents. Donc je veux un outil de travail qui soit de plus en plus performant. Je veux que c'est un bébé qui évolue constamment et il évoluera toujours. Donc là, aujourd'hui, maintenant, là, on commence à se lancer dans la programmation en ligne, on commence à gérer des athlètes en extérieur, on va pouvoir revenir sur du coaching personnalisé avec des athlètes de haut niveau. Hein. Là, par exemple, on a Mathieu qu'on a recruté, qui fait partie de ces gars qui courent le marathon en 2h30. Là, il va bientôt participer au championnat d'Europe. Donc voilà, on commence à avoir quelques athlètes qui nous font confiance à un certain niveau et qu'on va accompagner. L'agrandissement de la salle qui arrive, parce que oui, on était arrivé, on pensait être tranquille un petit moment avec cette salle-là, et non. Donc on a grandi encore. Voilà, vous avez l'exclu. C'est ça. Donc l'exclu, ouais, c'est ça, c'est que là, d'ici 3 à 4 mois, je pense, allez, 5 mois grand max, on aura agrandi la salle. Donc on va rajouter quasiment 100 mètres carrés. Il faut qu'on puisse accueillir plus de monde, parce que je ne veux pas refuser de personne, parce que si les gens viennent chez nous, c'est qu'ils se sentent bien. Et s'il y a plus en plus de monde qui veut venir chez nous, c'est qu'il doit y avoir une raison. Donc je pense que cette ambiance familiale doit jouer beaucoup sur leur prise de décision, parce que oui, tu peux avoir la meilleure salle avec le plus beau matos. S'il n'y a pas d'âme à l'intérieur, ça ne marchera pas. Et c'est les adhérents qui font qu'il y a une âme. C'est ça, on a les adhérents qu'on mérite. Ouais. Donc je pourrais jamais me plaindre de mes adhérents, parce que de ce fait-là, c'est un peu moi qui les recrute, et aujourd'hui on a la chance de pouvoir dire non si on veut. Donc demain, s'il y a quelqu'un qui se pointe à la porte et que je vois qu'il rentre pas dans la mentalité de ma box, je ne la prends pas. Je m'en fous de gagner 100 balles en plus par mois. Si c'est pour m'emmerder avec quelqu'un qui va me poser des problèmes tous les 2 jours, j'ai pas d'intérêt. T'as déjà eu le cas? Oui. Il y a au moins une 30aine de personnes depuis le début de la salle, oui. Okay. Mais j'ai des choix à faire. Et comme on a dû virer des gens, on a dû se séparer d'adhérents. Parce que, oui, moi, ce qui m'importe, c'est le bien-être de mes adhérents dans la salle. Donc, si j'ai des gens qui ne sont plus dans l'état d'esprit, qu'ils partent. C'est là-dessus, j'ai aucune pitié. Si demain, j'apporte plus quelque chose à quelqu'un, que la personne est là en train de se plaindre, ou qu'elle est dans un mauvais mood ou quoi que ce soit, je préfère qu'elle parte. Ou je préfère que la personne directement, si moi, je la sens pas à l'accueil, il y a des moments, c'est avec des gens où ils arrivent à l'accueil, je suis désolé, j'ai plus de place. C'est direct. Et est-ce que tu penses que ça, c'est une mentalité CrossFit ou c'est ta mentalité? Je pense que c'est une mentalité CrossFit, mais surtout ma façon de voir les choses. C'est-à-dire que tu vas avoir des gens qui sont là simplement pour faire du business, qui veulent faire rentrer des gens, développer leur chiffre d'affaires, puis après on verra comment ça se passe. Ouais. Non. Moi, je préfère je joue tout sur cette ambiance familiale. C'est notre cœur de travail, c'est ça. Ça va être cette ambiance familiale sur laquelle on va essayer d'être le plus performant possible en coaching, que nos adhérents aient les résultats pour lesquels ils payent. C'est tout ça qui est important, même si par moment je peux être chiant avec eux, parce que quand j'en vois certains qui n'évoluent pas ou qui n'utilisent pas ce qu'on leur donne à bon escient, ou qui font pas les efforts sur le côté, oui, ça a tendance à m'énerver et je leur tombe un peu dessus. Je suis un peu dur avec eux par moment, mais c'est pour leur bien, ils le savent tous. C'est par exemple, tu peux pas venir me voir, me dire, voilà Eddy, là je veux perdre 8 kilos, 10 kilos, et me demander si tu peux bouffer McDo 2 fois par semaine. Non, ça marchera pas. Donc je préfère être franc avec les gens. Alors après, est-ce que pour toi, dans des salles, alors pas forcément estampillées CrossFit, mais qui utilisent le cross-training, etc., est-ce que tu penses que dans d'autres salles, il n'y a pas de souci pour ces gens-là, venez Bien sûr. Mais bien sûr que oui. Enfin, quand on voit que la plupart des Global Gym visent et se font de la thune sur les gens qui viennent pas à leur salle déjà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ces salles-là, qui ont énormément de thunes, déjà leur business se base là-dessus. Et après, d'autres salles, ou même d'autres branches, je vais dire, parce qu'il y a quand même des vicieux dans le monde du fitness. Hein. Tu as certaines marques de compléments qui disent, voilà, nous, on vous offre le sport gratuitement. Ouais. Juste en mangeant.
Ah mais voilà, c'est les trucs. Tiens, viens consommer mon produit et je vais t'offrir du sport ou ce genre de conneries. Mais on vend le monde du fitness aujourd'hui, on vend beaucoup de bluff. C'est ça qui est dommage, c'est qu'avec Instagram et toutes les marques, etc. Enfin, tous les trucs de diététiciens, etc. J'ai encore fait un email à mes adhérents hier soir. C'est de la merde. Clairement, les gens passent leur temps, ils mettent tout leur affectif dans des produits, dans ceci, dans cela. On sait tous combien il faut manger. Mhm. On sait tous qu'il faut une source de protéines, une source de glucides, une source de lipides et bien manger. Il n'y a rien de compliqué. Donc ça sert à rien de passer son temps à vouloir se peser, à vouloir se faire ceci. Non, arrêtez ça. Ouais, mais après, je pense que c'est aussi. Enfin, là, on est en train de se détacher un petit peu de cette image-là, mais je pense que c'est aussi l'effet bodybuilding Oui. à une époque où c'était protéines. Ouais, Et on la voyait protéine que était ça. mal vue. Oui. La protéine était mal vue. Même aujourd'hui, quand il y a des moments, je vois des adhérents qui me voient prendre un shaker. Ah, tu prends de la protéine? T'as l'impression d'avoir pris un rail de coke. Mm. Et Ouais, mais je pense que la protéine, ça s'adresse à des personnes plus expérimentées, plus avancées, parce que tu vas avoir un gars qui va se lancer dans la muscu, dans le crossfit ou autre, qui va se dire, ah bah, faut que j'achète de la whey pour pouvoir faire du gain musculaire. oui, ça c'est le gros problème. Voilà, donc C'est que les mecs qui sont à peine commencés, que ils veulent déjà tous les compléments sur le côté. Mais ça reste, comme je dis, des compléments. Oui. Donc, à la base, commence déjà par t'entraîner correctement, être régulier, essayer de manger équilibré. Et là, quand tu auras besoin de compléments, là, tu iras les chercher dans des compléments type protéines, des trucs de ce genre-là. Moi, je me cache pas, je prends des compléments, je prends de la protéine, je prends de la créatine, et c'est très bon pour le cerveau, très bon pour le corps. Je prends des oméga 3 parce que je mange pas assez de poisson, je sais très bien, je suis un feignant là-dessus. De ce fait-là, je vais chercher mes huiles essentielles là-dedans. Et voilà, ça s'arrête là. Ouais, mais c'est parce que tu t'entraînes. J'ai Déjà, depuis combien de temps? C'est ça, j'ai ce qu'on peut appeler un edge training qui est très avancé. Même si j'ai eu 10 ans dans le monde de la nuit où je suis devenu Monsieur Patate. Mais malgré tout, je m'entraînais plus, mais je continuais à bouger un petit peu 2 fois dans la semaine quand même, tu vois. Mais depuis l'âge de 4 ans, là je vais en avoir 40, j'ai 36 ans d'entraînement derrière moi. Ouais. Dont des passages quand j'étais à mon plus haut niveau en karaté, en athlétisme, etc., que je participais au championnat de France, tout ça, je m'entraînais tous les jours. Et aujourd'hui, je m'entraîne tous les jours. Donc j'ai un jour de repos dans la semaine. Tu t'entraînes tous les jours, plus la vie active à côté. C'est ça. Moi, quand je vois les compteurs de pas, là, ma montre, elle s'affole à 13h, mes 10 000 pas sont déjà faits. J'ai encore 10 heures à tirer. Donc oui, j'ai une vie qui est très active et qui, avec l'entraînement, etc. Donc je suis obligé d'aller chercher un peu, je pourrais le faire autrement. Bah, tu mangerais normalement, entre guillemets, ou même 5 repas. Enfin, déjà, il faut avoir le temps de manger tout ça. Et est-ce que tu en aurais assez aussi? C'est ça. Donc après, j'ai de la chance, c'est qu'aujourd'hui, Laura, moi, s'est formée dans l'alimentation et elle m'accompagne là-dessus. Donc je suis hyper chouchouté là-dessus avec ma femme. Je vais pas le cacher, je ne cuisine jamais. Elle me fait tous mes tupperwares. Donc je me lève le matin, mon tupperware il est prêt, avec les doses qu'il me faut, pour mon midi, pour mon soir. Enfin voilà, tout est mis en place. Donc j'ai un cadre de vie où c'est mis en œuvre pour que je puisse bien manger, être performant, que ce soit dans mon sport, parce que j'ai besoin, même encore à 40 ans, même si je sais que j'ai pas d'espoir d'être un excellent compétiteur en crossfit, mais je pars du principe où je dois montrer l'exemple. Donc pour moi, un coach qui s'entraîne, c'est un coach qui va venir montrer l'exemple. Je ne pourrais pas faire partie de ces fameux coachs qu'on a tous vus quand on allait voir des potes le dimanche matin au football, quand t'as Monsieur Patate qui est sur le côté. Toi, cours là-bas. Non, toi, va commencer à courir. Après, on verra, tu vois. Ouais, t'es un peu la vitrine. Enfin, même les coachs de la boxe sont la vitrine de la boxe. Si tu rentres à la boxe, tu tombes sur un gros lard qui t'accueille et qui va te dire, je vais te faire partir 15 kilos. Pourquoi toi tu le fais pas? Tu vois, c'est ça le truc. C'est tu rentres chez un tatoueur où le mec il a dessiné que des trucs chelous sur sa gueule ou un truc de tu vas dire mais c'est quoi ces trucs dégueulasses? Enfin non, ça marche pas. Il faut, pour moi, surtout dans le monde du sport, il faut que tu sois au reflet de ce que tu vends. Et c'est pour ça je gueule tout le temps après ces marques là de compléments alimentaires et tout. Quand tu vois les gens qui vendent ça, t'as envie de leur dire, mais toi, tu fais ça.
Je peux même en dénoncer. Mais je le ferai pas là, je donnerai pas les noms. Mais par exemple, on a un concurrent dont on a déjà parlé sur un vlog ensemble et qui, ses propres coachs, viennent à notre salle en me regardant qu'ils veulent se remettre en forme. Sympa. Quel produit tu vends, rappelle-moi. Voilà. Et je trouve ça ouf. Moi, ça m'éclate. De voir ma concurrence venir chez moi pour se remettre en forme. Ok. Tout est dit. Tout est dit. Alors, pour toi, c'est quoi... Alors, attends, déjà avant, pour clôturer un petit peu le parcours, quel conseil tu donnerais à Eddy d'il y a 10-15 ans? Sois sûrement moins bordélique. C'est toujours, tu sais, on travaille ensemble maintenant, je suis toujours un peu dans cet esprit un peu freestyle, même si j'essaie de m'organiser un peu plus aujourd'hui. Par exemple, tu vois, j'ai fait énormément d'erreurs, que ce soit énormément sur l'administratif. En France, on est dans un pays où il y a énormément de papiers à faire. Je déteste faire les papiers et de ce fait-là, je les fais pas. Et je reçois des courriers pour me dire que je dois les faire. Et c'est seulement à ce moment-là où je commence à faire ces papiers. Heureusement qu'il y a les rappels. Ouais, heureusement qu'il y a des rappels. Donc merci pour vous les rappels. Mais ouais, s'il y a un conseil que je pourrais me donner, c'est soit plus préventif, prends les devants. Je sais prendre les devants sur la création de projets pour mon business, etc. Mais sur l'administratif, je suis très mauvais là-dessus. J'essaie d'être meilleur. Et de ce fait-là, c'est maintenant, aujourd'hui, c'est ma femme ou les gens qui m'entourent qui le gèrent. Mais voilà, bien m'entourer ou directement déléguer. Déléguer aux bonnes personnes. Ne cherche pas à faire quelque chose sur laquelle tu es mauvais. Laisse les autres faire. Et chacun son métier aussi. Ouais, voilà, chacun son métier de toute façon. Alors, une question qui me vient là en parlant d'administratif. Pour les personnes qui souhaiteraient peut-être aussi être entrepreneurs dans le monde du fitness, crossfit ou autre, combien de temps ça prend pour pouvoir créer sa salle en excluant notaire pour les locaux, tout ça. Bon, après, si tu trouves ton local assez rapidement, ça va être juste une histoire juridique de se mettre en place au niveau des papiers, mais ça va être quoi? Ça peut aller super vite. En 4-5 mois, ça peut être fait. Ok. Et niveau administratif, c'est simple ou... Tout dépend des autorisations d'ouverture, si tu respectes les délais, etc. Après, tu peux faire comme moi, tu dis fuck à tout le monde, tu fais les choses, et t'attends les lettres de rappel, puis tu le fais après. Ok. On va passer sur l'aspect mentalité, valeur. Ouais. Pour toi, c'est quoi un vrai athlète? Un vrai athlète, c'est quelqu'un qui sait écouter, qui se laisse guider. Il faut qu'il fasse confiance à son entraîneur. Ok. C'est ça. Donc on est au-delà de la performance physique. Bien sûr. Finalement. Tu peux avoir tout le talent que tu veux. Si t'es un connard, ça marchera pas. Ton facteur limitant sera le fait de ne pas écouter les autres. Et pour moi, il faut vraiment réunir les deux. T'as tes qualités physiques et ensuite derrière t'as le côté humain. Et ce côté humain va te permettre d'évoluer et d'aller bien au-delà de ce qu'on pense à la base. Fais confiance à ton entraîneur. Si le feeling n'y passe pas avec ton entraîneur, change d'entraîneur. Change de cadre, change de salle. Moi, je le vois, j'ai des gens ici avec qui ça se passe très bien, qui évoluent super vite. Parce que ils écoutent, ils mettent en place. Et est-ce que c'est là où tu as le plus de réussite ou de progression aussi? Bien sûr. Forcément, parce que ton athlète, tu te lances dans un process où lui, il est là pour exécuter. Et là, toi, tu es là pour lui mettre un process en place, tu lui mets un plan en place. Donc, il faut juste être coachable. Et après, ça se passe bien. De toute façon, on le voit très bien. Les gens qui n'ont jamais fait de sport auparavant, ils ont un peu plus de difficulté à être coachables. Parce qu'ils ont toujours leurs croyances limitantes qui va les bloquer sur différentes choses. Mais quand tu tombes sur... là, je prends l'exemple d'Evan actuellement, un de nos jeunes athlètes là, à la salle. Tu dis A, il fait A. B, il fait B. Et le gamin, il évolue. C'est une marmule. Il est impressionnant. C'est un gamin qui on s'est entraîné hier, il passe de 60 kg à 80 kg sur un squat snatch, je sais même pas d'où il le sort. Tu lui dis fais ça, il fait ça. Il cherche pas à comprendre. Il sera jamais là en train de te remettre en question. Il va pas dire ah oui mais tu penses que non.
Après, est-ce que c'est pas aussi le travail du coach à avoir une relation de confiance aussi Si, bien sûr, c'est à nous de mettre la personne en confiance. Mm. Mais tu auras toujours ce type de profil qui sera prêt à remettre en question tout et rien pour essayer de se rassurer, pour essayer de se trouver une excuse au cas où il y a un échec. Mm. C'est des gens qui ont du mal avec la perception de l'échec, et pour eux, dès qu'ils prennent un échec, vu que c'est dans l'affectif, ils s'arrêtent là. Au lieu de se dire, ok, l'échec, pas de problème, c'est constructif, la prochaine fois, je ferai comme ça. Ok. Après, est-ce que tu penses pas que dans ce monde-là, où c'est la culture physique, la culture de soi, etc., on n'a pas non plus un ego à mettre de côté pour pouvoir... Mais bien sûr que si, l'ego, c'est très bien. Moi, je suis quelqu'un qui a énormément d'ego. Je suis le pire des gamins à l'entraînement. Quand je m'entraîne avec les gars, etc., c'est toujours la compétition. On se tire la bourre, mais c'est l'ego qui est bien placé. En aucun cas, j'irai faire du mal à mes partenaires ou quoi que ce soit. Ce sera jamais mal placé. Là, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens, avec Instagram, ils veulent toujours une journée exceptionnelle. Donc, ils veulent toujours avoir un contenu à poser pour dire aujourd'hui, j'ai fait ça. Et ça, c'est exceptionnel. Non. T'as été courir 10 bornes, c'est bien. T'as été courir 20 bornes, c'est bien. On est content pour toi. Mais on s'en fout. Surtout que c'est 10-20 bornes où tu prends le temps de poser la caméra par terre pour faire un aller-retour et te filmer. On est d'accord. Voilà. C'est bien. T'as été Instagrammable sur le moment, c'est voilà. cool. Mais après, les gens qui postent leurs résultats et tout, moi-même, je le fais et je trouve ça super cool parce que tu viens partager un truc. Mais ne pensez pas que c'est exceptionnel. Dans le sport, il n'y a jamais rien d'exceptionnel pour moi. Quelque chose d'exceptionnel, c'est sauver une vie. Oui. Se retrouver dans une situation, c'est pareil, tu vois, on parle souvent de se retrouver hors de sa zone de confort. Dans le sport, on n'est jamais hors de sa zone de confort. Parce qu'on sait qu'on vient faire du sport. On sait qu'on va dépasser. On est préparé pour. C'est ça. On sait à quoi on. Là, par exemple, demain, je t'annonce Fran, 21-15-9. Ok, je sais que je vais en chier, mais je vais avoir ça à faire. Là, on sort de la rue. Quelqu'un fait un malaise cardiaque. Comment on va réagir? Oui. Et là, on va sortir de notre zone. Et on ne sait pas. Voilà. Et c'est ça, sortir de sa zone de confort. Ouais. Donc, c'est pour ça, moi, les gens qui se. Oui, je dépasse mes limites, etc. Oui, c'est des phrases qui sont hyper vendeurs sur les réseaux. Mais c'est pas ça, sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort, par exemple, tu vois, ça peut être le mec qui est en état d'obésité, qui accepte déjà de passer la porte de la salle de sport pour se prendre en main. Donc le mec, il est déjà en train de te dire, ok, j'accepte que mon état physique actuel est critique, et là, je vais me reprendre en main. Ça, c'est déjà une façon de sortir de sa zone de confort. Mais là, à partir du moment où tu as 6 mois de CrossFit dans les mains, c'est bon. Oui, après, il y a différentes échelles Oui. de dépassement de soi. Pour toi, le CrossFit, c'est plus physique ou mental? C'est vraiment une qualité sur les deux. C'est franchement à choisir, c'est vraiment sur les deux qu'on intervient. Tu vois, moi je le vois sur le rendu qu'on a sur les gens, où on prend tous nos adhérents lambda qui viennent à passer la porte. Au début, oui, il y a la qualité physique, mais le fait de se sentir un peu mieux dans leur basket les aide mentalement. Et tu vois qu'au fur et à mesure, leur mindset il vient à changer. Ils ont plus confiance en eux, ils osent s'exprimer, ils s'habillent autrement. Et tu vois qu'ils marchent différemment. Tu vois le gars qui vient de rentrer dans la salle et qui est un peu comme ça, là, qui se cache un petit peu, qui frôle les murs. 6 mois après, tu vois, il commence à bien se sentir, bien marcher, tu vois. C'est ça qui est intéressant. Donc pour moi, c'est vraiment les deux. Les deux vont ensemble. Mais est-ce qu'ils ont ce mindset-là en arrivant? Non, mais ça, après, c'est mon boulot. Moi, Ouais. c'est là où je m'éclate. En réalité, au-delà de coacher des gens, je suis là pour du développement personnel. Et je pense que même au fur et à mesure, je vais essayer de me former là-dessus. Parce que je sais que j'ai cette faculté à pouvoir échanger les gens, à échanger avec eux et essayer de tirer le meilleur d'eux-mêmes. Mais je pense qu'il y a des choses encore à aller chercher, des outils. Et ce côté développement personnel au sein de la salle, moi j'y tiens énormément aussi. C'est vraiment, tu vois, tu prends des gens qui, quand ils passent la porte, regardent par terre, des trucs de ce genre-là. Et ces gens-là, ça m'éclate. Ça m'éclate de les prendre et de les voir évoluer, de les voir 6 mois, 1 an après, être là en mode compétiteur, en mode gorille, puis vas-y, on y va, on va faire la bagarre. Ouais, c'est génial. Donc, ma question était, selon toi, les profils que tu reçois, nouveaux adhérents, est-ce que pour toi, ça ressemble à un profil d'une personne qui aurait très bien pu pousser la porte d'une compagnie de fitness, d'un gym classique. Voilà, ouais. Ok. Ce qui vient de chercher les gens, c'est du coaching, de l'accompagnement, ce côté humain. Quand tu rentres dans un global gym comme ça,
Le mec à la porte ne sait même pas comment tu t'appelles. Tu viens pour louer une machine. Donc, les profils sont toujours un peu différents, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de gars qui viennent ici, qui viennent vraiment rechercher cet accompagnement-là, Mhm. donc ce coaching pour avoir des résultats par la suite, que le gars qui se pointe simplement, un truc à con, la basique, les fitness, etc. Pour ne pas les citer. Pour ne pas les citer, mais c'est pour ça que j'en ai cité 2, je crois qu'il faut en citer 3. Ouais. Et ben on mettra orange bleu avec. Orange bleu, Mais ouais. on les aime Honor, bien, etc. voilà, et Vive Eden, etc. Et ben pour quand tu vas franchir ce type de porte-là, tu vas simplement louer une machine. Même si on te vend un petit peu de coaching perso, etc. Mais t'as rien de communautaire, tu regardes les gars, ils sont dans leur coin, avec les casques. Donc souvent, c'est des gars qui ont de l'ego mal placé. Parce que j'en ai reçu beaucoup. Des mecs qui pratiquaient dans les Global Gym, qui arrivaient ici, et qui, au bout de l'échauffement, ils sont totalement PLS. Donc là, le mec, il doit avoir un regard, un recul, une intelligence pour se dire, oui, je pensais que mon état de fitness était là, mais réellement, je suis là. Et c'est pas grave. Il faut juste avoir cette intelligence et cette capacité à se remettre en question. C'est encore une question d'ego aussi. Voilà. Et le problème, c'est que ces gens-là ne sont pas capables de ça. Nous, tu vois, notre clientèle qui vient ici, oui, ça va être une clientèle qui est à la recherche de résultats, mais qui va être capable d'écouter, qui va être capable d'être coachable. Après, je comprends qu'il y a des gens qui préfèrent s'entraîner, entre parenthèses, dans leur coin. Tu vois, j'ai déjà parlé une fois avec un mec qui est venu ici, qui me dit « Ah, moi, je fais un peu de crossfit là-bas, etc. » Ah bon? Et ouais, moi, je fais du crossfit tout seul. Après, s'il a tout le matos. Oui, tu peux faire ta séance de crossfit tout seul une fois de temps en temps. Mais la base du crossfit, ça reste la communauté, un sport communautaire. Et surtout, faut être coaché. Après, s'il est pas tout seul dans sa tête aussi. Ouais, mais le problème, il est là, c'est que les gars, ils veulent tout faire tout ça. C'est ce truc du ouais, je suis capable de. Et je fais. Mais réellement, quand tu lui dis, tu le regardes bouger, tu fais de la merde. Donc là, ce que tu fais, c'est pas du crossfit. Ouais, parce qu'il n'y a pas de regard croisé pour dire non, ce mouvement-là, il s'effectue pas comme ça. Mais ça, il faut être capable de l'entendre. Et souvent, c'est des gens qui n'ont rarement pratiqué du sport fédéral dans des clubs. Donc tu vois, c'est des gens qui ont découvert le fitness à 15-16 ans, là, qui veulent juste se lancer parce qu'ils ont vu 3 programmes de Schwarzy dans le magazine Flex pour les old school. Mais c'est des gens qui n'ont pas pratiqué de club. Donc ils n'ont pas une hiérarchie de coaching. Ils n'ont pas eu, comme on a pu avoir, un coach qui leur disait voilà, aujourd'hui la séance c'est ça, c'est ça, c'est ça, vous faites ça. Non, eux, ils veulent s'amuser tout le temps. Et ils veulent faire ce qui leur plaît. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec des mecs totalement difformes qui m'éclatent, avec des gars qui ont des hauts monstrueux et des jambes type Mikado, ou l'inverse. Enfin, l'inverse est beaucoup plus rare. C'est souvent chez les femmes. Les femmes, tu vois, de toute façon, c'est con, mais tu vois, dans ces salles-là, tu les vois. C'est la génération Beyoncé, Nicki Minaj. Les bas énormes et des hauts tout fins. Et chez les mecs, c'est l'inverse. Donc, voilà. Après, influenceurs. Ouais, c'est ça, c'est voilà, des trucs d'influenceurs, etc. Quoi. Mais après, chacun fait ce qu'il veut, tant qu'ils font du sport, franchement, tant mieux. Ouais. Mais après, s'ils arrivent à faire du sport pour rester en bonne santé, il y a ça aussi, tu vois, santé versus performance. C'est là où ça peut être un peu bizarre et se corréler, quoi. Ok. Et toi, le succès dans le domaine du sport, ça se définit par quoi? À quel moment on peut dire que c'est un succès dans le domaine du sport? Un succès dans le domaine du sport, c'est-à-dire? Comment tu définirais un succès dans le sport? Est-ce que c'est par le biais d'une compétition, être premier? Est-ce que c'est rien que d'avoir franchi la porte? Tout dépend de l'objectif de chacun, hein. Moi, par exemple, mon succès, c'est arriver à 40 ans, si possible à 50, si possible à 60, de toujours être capable de faire du sport avec mes enfants. Tout dépend de ce que tu recherches. Si tu viens ici pour chercher une performance, on va t'amener vers la performance. Mais c'est pareil, c'est toujours cette approche, surtout en crossfit. L'approche des compétitions est un peu bizarre, c'est que tu t'inscris à une compète, où tu payes, tu as le droit de participer. Où tu payes, tu as le droit de faire les qualifs pour les meilleures compétitions, donc tu as les qualifieurs, et après tu arrives directement sur le floor le jour J. Mais tu as des compétitions, ils ont des niveaux monstrueux, donc déjà rien que le fait de se qualifier à certaines compètes, tu vois, c'est déjà la classe. Mais après, tu peux gagner les cucu trop d'Inde. Si ça te fait kiffer, tu gagnes les cucu trop d'Inde, et puis voilà. C'est pour ça, pour moi, l'esprit performance, c'est vraiment déjà quel objectif toi tu as à la base. Si demain, c'est juste pour être en bonne santé et qu'on arrive à te faire courir 3 km, tant mieux.
Si demain, tu as un objectif précis de performance par rapport à une compétition, par rapport à une échéance, bah, on va essayer de t'amener vers là. Et si tu obtiens cette échéance-là, si tu arrives à gagner, tant mieux. Là, par exemple, on parle de l'exemple de Mathieu, par rapport au marathon, bah, voilà, s'il gagne ses championnats d'Europe, tant mieux. Là, la semaine prochaine, tu vois, on va participer à un Irox. Ça s'est fait totalement à l'arrache, on y va sans préparation, etc. Parce que pour moi, il n'y a pas besoin de se préparer. Et de ce fait-là, on va arriver sur l'épreuve et on y va sans prétention. On y va juste pour s'éclater. Ouais. Et pour moi, c'est déjà une réussite dans le sens où on accepte d'aller s'amuser. Donc pour toi, ce serait s'amuser et la santé. Ouais, c'est ça. De toute façon, moi, je coach pour ça. Je coach pour la santé et pour que les gens passent un bon moment. Après, si demain, tu veux vraiment dire, voilà, on va gagner les French, on va faire ceci, on va faire cela, ça va te demander tellement de sacrifices. Ça, j'aime bien poser cette question-là aux gens, c'est est-ce que tu es prêt à faire tous les sacrifices pour obtenir les résultats que tu veux. C'est ça. Parce qu'on est souvent en train de rêver sur les sportifs pros, tu vois. Ah, t'as vu, tel sportif, il est capable de faire ça, de faire ça. Ouais, mais il est exposé en permanence à la presse. Ses moindres résultats sont critiqués. Est-ce que mentalement, tu serais prêt à supporter tout ça? Est-ce que tu es prêt à supporter toute la charge de travail qu'il y a à faire? L'alimentation. Parce que tu dis, ouais, vendredi, avec mes potes, on va faire l'apéro. Lui, il n'y a pas d'apéro. Lui. Ouais, il y a la charge physique et la charge mentale qui vont de pair. Si t'es pas bien dans ta tête, t'es pas bien dans ton corps. Et si t'es pas bien dans ton corps, tu seras pas bien dans ta tête non plus. C'est ça. Puis ces mecs-là, ils ont des sponsors. Ils ont tout ça derrière qui mettent la pression. Mm. C'est-à-dire que là, si tu te plantes une fois sur une compète, ok. La deuxième fois, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir un sponsor qui va te lâcher. La troisième fois, t'as 3-4 sponsors qui vont te lâcher. Donc de ce fait-là, t'as plus. Donc du coup, est-ce que t'as déjà eu envie de tout arrêter Non, là-dessus, jamais, malgré les galères, etc. Au contraire, c'est du challenge. Toutes les galères que tu peux prendre dans la tête, mais que ce soit au niveau administratif ou autre, tu continues à te battre. C'est comme dans le sport. C'est pas parce que tu as un échec que tu vas tout stopper, bien au contraire. Faut que t'en tires une leçon et tu continues d'avancer. Et qu'est-ce qui ferait que t'arrêterais tout? Qu'est-ce qu'il ferait que ça, c'est une très bonne question. Je me suis jamais posé cette question. Est-ce que c'est la passion qui n'est plus là? Est-ce que Je pense que ce serait ça. Ça serait une histoire de si demain je commence à ne plus avoir envie de coacher, si demain je commence à ne plus avoir envie de transmettre, là ce sera le moment de passer à autre chose. Mais tu t'es jamais posé la question? Non. Ok. Et du coup, là on va passer plus du côté positif. Ouais. Quelle est ta plus grosse fierté depuis que tu as ouvert la boxe? D'ouvrir ma salle, tout simplement. D'ouvrir la salle, de faire pérenniser le business, de pouvoir créer de l'emploi et de pouvoir transmettre le bon message à nos adhérents. La première ou la deuxième? Ouais, dès la première. Dès la première? Dès la première, c'est là où tout se crée, c'est ton bébé qui se crée. C'est des délires-là, c'est de passer de l'assaut à la société, etc. C'est pareil, tu vois, c'est des marches que tu montes. Et, ouais. Bon, là, on va dire que c'est vraiment ton bébé que tu as vraiment créé, modelé à vraiment ce que tu voulais. Oui. Sur celle-ci. Oui. Il y avait plus de contraintes sur l'ancienne. Plus niveau espace. C'est ça, en termes d'espace, en termes d'aménagement, c'était beaucoup plus compliqué. Alors, je vais te poser une question, je pense que j'ai déjà la réponse. Si tu pouvais changer une seule chose dans le milieu du sport aujourd'hui, ce serait quoi? Oula, il faut en choisir une. Une seule. Il faut Allez, en choisir. On va dire une deuxième aussi, si tu veux. Qu'est-ce que je pourrais... Mais je sais qu'il y a beaucoup de choses qui t'agacent dans le domaine du sport, notamment sur tout ce qui est les influences, enfin tout ce qui est lié au business. Ouais, c'est ça. Sport. C'est vraiment tout cet esprit d'influenceur autour du sport. Il y a trop de messages qui passent et le problème c'est que trop de messages tue le message et on est en train de faire du sport simplement quelque chose de business et ouais, c'est relou. C'est tous ces trucs d'influenceurs là, ça me saoule, ça me gave. Mais après, ils ont raison. Il y a des gens qui sont là, qui achètent. À l'époque, ça il y a des consommateurs. C'est ça. À téléachat, ils nous vendaient déjà des conneries sur le sport à l'époque. Ça fonctionne. Mais ouais, s'il y a vraiment une partie des influenceurs qui me saoule, c'est vraiment tout ce qui est complément alimentaire. Je sais pas si en comparaison, on a eu une époque où il y avait autant d'influence sur un domaine ou un hobby que le sport. Je me posais la question de savoir si on avait vraiment vécu ça. Parce que c'est vrai que niveau influenceur, influenceuse dans le sport, il y en a énormément. Ouais.
chacun voudrait avoir sa place et donc sortent des punchlines où Oui. te dit ouais, faut le régime keto, machin, tout Ouais, ça. c'est ça, tous ces fameux régimes. T'écoutes tout le monde, tu manges plus rien et tu bois plus rien. Mais je pense qu'il y a toujours eu, mais là, avec l'explosion des réseaux sociaux, c'est plus mis en avant. Ouais. Mais après, en soi, on a toujours été influencé. Hein. Tu regardes, enfin, ne serait-ce que par nos apports politiques ou quoi que ce soit. Tu prends dans les années 90, tous les films, c'était les Américains les gentils, les Russes les méchants. En 2000, les Américains étaient gentils, les Arabes les méchants. Et là, enfin, je sais pas ce qui va Bah, ce sera arriver encore les Russes. Ouais, voilà, ce sera encore les Russes, tu vois, les gars, ils ont repris leur place. Comment ça, c'est les rebeux qui prennent notre place? Non, nous, on faut garder notre place. On va passer un petit peu sur les challenges et les échecs. On va commencer par les échecs. Est-ce que tu as déjà vécu un moment où tu as subi un échec et comment tu as fait pour le surmonter derrière? Des échecs en soi, non. Des déceptions, oui. Parce que que ce soit dans le monde de la nuit ou dans le monde du sport, comme je disais tout à l'heure, j'ai toujours passé du temps à transmettre. Donc, à vouloir former des gens, à donner de mon savoir, et pour que les gars derrière essaient de te le mettre à l'envers. Tu vois, il y a un moment, je considérais vraiment l'humain comme une merde. Je me disais, les gens, ils sont là, ils veulent profiter, et après, derrière, ils te la mettent à l'envers dès qu'ils ont pris ce qu'ils avaient à prendre, tu vois. Mais c'est juste qu'ils sont très cons. Parce que, ben oui, t'as peut-être pris pour toi ce que tu devais prendre. Mais derrière, j'avais encore tant de choses à donner. Donc, sois juste patient. Fais les choses bien. Si tu veux mettre une carotte, fais-le à fond. Mais, et après, ouais, des galères, il y en a toujours. Enfin, je rencontre toujours dans la salle, là, tu vois, ces derniers temps avec les voisins. C'est une galère pas possible. Tu peux faire ce que tu veux, tu vas faire les travaux, les aménagements, ceci, cela, les gens continueront à se plaindre. Le français aime se plaindre, et donc l'humain, là-dessus, malheureusement, passe son temps à se plaindre. Mais moi, je ferais faire partie de ceux qui trouvent des solutions, qui continuent d'avancer. Bon, petit conseil, si vous ouvrez, si vous avez le projet d'ouvrir une salle, faites-le sans voisins. Ouais, franchement, là-dessus, si vous voulez faire une salle de centre-ville comme nous, sinon, anticipez tout. Anticipez tout. Et faites vos déclarations en mairie aussi. Le business du sport, c'est plus dur que ce que tu pensais? Non. Non, pour moi, c'est pareil. Tant que tu gardes ta philosophie, ta ligne de conduite, il ne devrait pas y avoir de problème. Si ça devient compliqué, c'est qu'à un moment, tu as chié quelque part. Soit tu n'as pas respecté tes principes, ou que tu as mal calculé ton business plan. Tout simplement. Après, oui, il faut quand même, tu vois, maintenant, il faut quand même se faire entourer. Tu vois, faut savoir monter un business plan. Parce que mine de rien, ben, tu n'as pas fait ton étude de zone de chalandise, etc. Ça peut être des choses qui peuvent te coûter très cher. Bon, sachant que, pareil, si vous souhaitez créer votre entreprise ou autre, il y a des organismes qui existent, Oui. des accompagnements, il y a la BGE, il y a la CCI qui peut aussi aider. Donc n'hésitez pas à demander conseil, même auprès de certains pairs. Oui, c'est ça. Voilà. Le CrossFit, normalement, c'est quand même une communauté, donc je pense que personne vous enverra chier si vous demandez quelques conseils sur l'ouverture d'une box. Voilà. Alors moi, clairement, ça ne me dérange pas. J'ai déjà 2-3 personnes qui m'ont demandé comment, Eddy, tu as fait pour ouvrir ta box. Ouais, tout simplement. On a été manger un morceau ensemble, et puis on a discuté autour de ça. Pareil pour toi, est-ce qu'aujourd'hui, la communication, c'est indispensable dans le sport? Carrément. C'est un truc que j'avais mis un peu de côté, parce que pour moi, c'était beaucoup de blabla, mais non. Aujourd'hui, les réseaux, aujourd'hui, la communication via YouTube, enfin, les différentes plateformes, c'est hyper important. D'ailleurs, pour ceux qui regardent le podcast, il y aura certainement le lien Instagram qui va défiler. Sinon, après, on peut te suivre où, Eddy? Sur Facebook, Insta, principalement, et sur notre chaîne YouTube. Eddy Lemaire? C'est ça. Ok. Est-ce que tu as eu des galères en ouvrant la box? La première ou la deuxième? La première, non, parce qu'on reprenait. Enfin, si, la première, si, putain. Quand j'y repense, oui, ben, dans les deux cas, ça a été le même problème, ça a été l'étude acoustique. La première, ça faisait 2 ans qu'on tournait, ça se passait bien, enfin, ça se passait bien. On avait Plus ou moins bien. Je savais qu'il y avait des problèmes d'acoustique, etc. Avec Keith Darnell, il avait réussi à passer à côté, et donc on a repris. La mairie est arrivée, nous a dit gentiment, voilà, vous faites une étude acoustique, sinon vous allez fermer.
Et ben là, il faut payer l'étude acoustique. Et faire les travaux derrière s'il y Faire a les besoin. travaux, acheter le matos, et cetera. Et ça, ouais, ça peut vite te plomber ta trésor rapidement, quoi. Et comme ici, on devait être tranquille. Et puis, ben, on a appris que voilà, il y avait le voisin qui vivait dans leur maison, etc. On a été constaté qu'il y avait un défaut d'acoustique. De ce fait-là, ben, on a commencé à investir. Et puis, on a dû faire payer 2 fois un passage à étude acoustique parce que la première n'était pas en notre faveur. Et on a amené les correctifs. Problème, solution. Mhm. Donc, on a amené les correctifs. Et après la deuxième, on était OK. D'ailleurs, merci Deschamps, Oui, père et fils. merci à eux. Pour toi, c'est quoi le moment le plus marquant dans ton parcours pro? Je parle bien professionnel. Du passage de l'association à la société. C'est vraiment un virage que j'avais du mal à prendre. Ça faisait déjà plus d'1 an, je me posais des questions parce que quand tu viens d'un milieu ouvrier où tu gagnes pas, enfin, tu grandis pas dans cet esprit entrepreneuriat, tu grandis pas là-dedans. Donc, c'est quelque chose qui fait peur, qui est réservé à une certaine classe de personnes. Et ben là, il faut passer le cap. Donc là, j'ai eu de la chance d'être entouré, tu vois, à la salle, d'énormément d'entrepreneurs, des gens avec qui j'ai pu échanger, prendre conseil. Et c'est là qu'après, il a fallu que je passe le grand pas, quoi. Et du coup, ça change pas mal de choses? Non, en soi, dans la gestion, c'est toujours pareil. Après, Pareil. c'est des histoires de compta, etc. Mais en soi, ça revient au même. Ok. Mais c'est juste ce mot société qui fait peur. Oui, Tu vois, c'est con, tu mais passes à un cap. tu vois, tu passes un cap. Et ce mot fait peur. On va passer sur ta vie et à une anecdote si tu as. Demain, je te suis non-stop. Ça serait quoi une journée type avec toi? Lever 6 heures du matin, gros petit-déj. Surtout ça, gros Ça petit-déj. ressemble à quoi? Petit-déj, c'est simple, hein, c'est à peu près 4 œufs, 2 tranches de pain en levain de Nico, du beurre de cacahuète, et puis après, j'arrive à la salle directement. Et ensuite, c'est coaching jusqu'à 10 heures. Ensuite, entraînement de 10 heures à midi, coaching à midi. Ensuite, l'après-midi, bah, c'est là où je me lance dans la paperasse, dans les futurs projets, etc. Reprise du coaching à 17 heures, sur les jours où je travaille le soir. Donc, 3 soirs par semaine. Et après, le reste, je suis en famille. Donc, t'arrêtes pas. Ouais. Et après, quand je suis à la maison, ben, c'est pareil, hein, c'est des paperasses où là, actuellement, je me remets un peu à organiser des événements et à reprendre un peu les platines. Donc, je suis en train de recaler quelques dates et puis en train de reformer quelques sets, etc. Donc, ouais. J'ai un peu de mal à rester rien foutre, on va dire. Oui, mais t'as quand même réussi, enfin, c'est ce que tu m'avais dit, à prendre un peu de recul C'est ça. sur l'activité. Tu commences à J'arrive te déléguer un peu. C'est ça, j'arrive à laisser le bébé. C'est-à-dire Ouais, qu'avant, ouais. il fallait que je sois tout le temps ici pour contrôler ce qui se passe à la salle. Et là, maintenant, je peux faire confiance au coach, je peux les laisser gérer la salle, je peux même partir en vacances. Là, on part bientôt en vacances et on repart en fin d'année. Voilà, je peux prendre des vacances et me dire c'est bon, je suis tranquille. Bravo. Ouais. Si tu n'avais pas fait de CrossFit, tu serais où? J'aurais un dojo, je pense. S'il aurait fallu que je reparte dans le sport, j'aurais recréé un dojo. Pour toi, ça aurait été obligatoirement le sport? Ouais, je me voyais pas. Enfin, j'ai travaillé, tu vois, quand j'ai arrêté l'école. euh, pour faire simple, j'ai eu un CAP café-brasserie. Parce que j'étais un branleur à l'école. Et de ce fait-là, ben, le seul lycée qui voulait de moi à l'époque, c'était Colart-Noël. Même Condorcet m'ont refusé. Pour te dire le niveau du gars. Euh, et, euh, et de ce fait-là, ben, j'ai enchaîné des tafs à l'usine, dans le bâtiment. Pourtant, je suis nul, là, je suis en bricolage, mais j'étais bon à démonter des murs. Enfin, j'ai enchaîné tellement de tafs, j'ai dû enchaîner une dizaine de tafs. Je suis passé par des parcours où je me suis formé en sécurité, maître chien, etc. Enfin, j'ai passé 7-8 ans comme ça à travailler dans des trucs totalement à l'opposé, mais juste pour objectif d'acheter Alimentaire. alimentaire. Et puis surtout, il fallait que je sois en mouvement. Mm. Mon père, pour mes parents, c'était hors de question d'arrêter de travailler. C'était hors de question. Il n'y a pas de feignant à la maison. Tu bosses. Et de ce fait-là, j'ai grandi dans cette mentalité-là. Mais je ne voulais pas avoir de patron. Du coup, c'est tout trouvé. C'est ça. Je ne voulais pas de patron car je ne voulais pas être dépendant de quelqu'un. Demain, si j'ai pas envie de travailler, je ne travaillerai pas. Même si je le ferai pas. Mais c'est ça qui me rendait fou, c'est d'avoir un patron. J'ai toujours eu ce rapport un peu avec l'autorité un peu plus compliqué. Mais après, quand j'ai eu des patrons avec qui ça s'est très bien passé, mais qui me leadaient par l'exemple. Ouais. Donc dans ma mentalité d'aujourd'hui, qui me montraient l'exemple.
C'est des gens qui étaient inspirants et sur lesquels on pouvait se laisser driver. Pas juste le patron de base qui est là, fais ci, fais ça, et puis voilà, quoi, ferme-la. Non, ça marchait pas. Donc je voulais éviter ça. Est-ce qu'il y a un mythe sur toi que tu veux casser? Un mythe sur moi que je voudrais casser. Non, je ne suis pas qu'un connard. Je suis pas quelqu'un qui... Souvent, d'extérieur, les gens pensent que je suis quelqu'un de très dur, peut-être agressif par moment. Non, pas du tout. C'est juste que je déteste la médiocrité. Donc, quand les gens viennent me parler, m'expliquent un problème, ou enfin m'exposent un problème ou quoi que ce soit, je suis là, je les écoute. Mais par contre, à partir du moment où je donne une solution et que la personne commence à botter en touche, là, ça a tendance à m'énerver. Donc, il n'y a aucun souci, tout le monde a ses petits problèmes, etc. J'écoute les gens, on se met dans le truc. Mais si tu commences à, par exemple, une personne qui a besoin de perdre du poids, et donc elle m'explique son truc, hein, je vais me poser pendant une demi-heure avec elle, et que dans la discussion, je vois qu'elle botte en touche, à chaque fois je lui donne une solution, là je vais commencer à m'énerver un peu. Parce que ça m'insupporte les gens qui sont médiocres avec eux-mêmes et qui vont simplement dire ouais non moi j'ai pas de chance. Personne n'a de chance. Ouais, toujours remettre sur un autre facteur que soi-même. C'est ça. Juste assume. Si t'en es là aujourd'hui, si dans ta vie t'en es là, c'est toi qui diriges ta vie. C'est pas quelqu'un d'autre qui va faire les choses à ta place. Donc demain, si t'as envie de perdre du poids, si t'as envie d'être un bon entrepreneur, si tu veux simplement exceller dans quelque chose, c'est à toi de faire le travail. C'est pas la vie qui va faire que toi t'as pas eu de chance, t'as eu ceci, t'as eu cela. Tout le monde a eu ses galères. Après, tout dépend. Est-ce que t'en as tiré des leçons ou est-ce que tu t'es placé en position de victime? Ça, c'est pareil, c'est un autre mindset à voir. Après, on peut s'en rendre compte, se dire qu'on a été, on a eu une position de victime et puis ensuite reprendre les choses aussi Oui, en main. c'est ça. Après, t'as des gens, là, c'est de l'intelligence. C'est se dire, oui, putain, là, j'aurais pas dû réagir comme ça. Mais rien que le fait de se dire, j'aurais pas dû réagir comme ça, ça te permet de changer un peu ton mindset et se dire, ok, mais maintenant, par contre, on peut se dire, j'aurais pas dû faire ça, mais après, il faut trouver la solution pour aller de l'avant aussi. Faut pas juste se dire, putain, j'aurais pas dû faire ça, puis ça s'arrête là. Non, non, non. J'aurais pas dû faire ça. Maintenant, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour faire ça? Est-ce que il y a, quelle est la chose la plus drôle ou inattendue qui te soit arrivée en tant que coach? La plus drôle. T'as le droit de citer des noms. Non, en tant que coach, je rigole tout le temps pendant mes coachings. Je suis toujours dans la bonne humeur, etc. Même si on travaille sérieusement, on est toujours en train de se marrer. Après, est-ce qu'il y a un truc par-dessus l'autre, hormis des gamelles que les gens auraient pu se manger sur des box ou me lâcher des barres, des trucs de ce genre-là? Prendre des petites gamelles comme ça, ouais, ça fait rire un peu plus, mais après, il y a rien d'exceptionnel, quoi. Ok. Dans 10 ans, tu te vois où? Dans 10 ans, je me vois donc l'agrandissement de la salle terminé, un business qui roule bien. Donc ça me fera à peu près 50 balais, donc je devrais être à peu près à 5 ans de la retraite. Oui, j'ai prévu une retraite très tôt. Mon objectif restera, j'ai pas envie de travailler jusqu'à 70 balais, c'est hors de question. Ah ouais. C'est moi mon projet de vie, c'est ma femme le sait très bien. C'est là, tu vois, tu m'aurais dit dans 15 ans, je t'aurais dit là, je serai en Guadeloupe. Ok. Là, ici, ça tourne. Mes enfants reprennent, ou les coachs, ou quoi que ce soit. Enfin, quelqu'un reprendra. Comme ça, moi, ça me permet d'être à distance, de gérer à distance, puis d'être au soleil. Tu penses que tu arriverais à te détacher autant? C'est l'objectif. Donc tu travailles sur toi. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a eu une grosse dinguerie en compétition, en entraînement, que tu as pu vivre à un moment Hormis des gens se voir se casser de la gueule de la cage, même ça me fait marrer, mais après ça me fait mal au cœur. Tu sais, tu les vois suspendus sur un toast bar, sur une traction, et tu leur dis bon, fais attention. Mais bon, ça, si après on a une qui s'est chiée dessus une fois sur un ramen. Mais bon, elle était stressée, et voilà. Elle se reconnaîtra si elle écoute le podcast. Ouais, si, dur. qui a nettoyé? Hein? C'est pas moi. Mais il y avait rien sur le rameur. Ah, Tout ok. était resté emballé et posé. Ouais, Nickel. ouais. Ouais, ça va, c'est propre. Ah, la pauvre, la pauvre. Un souvenir d'enfance. Un souvenir d'enfance. Quand tu penses à toi, allez, je vais dire quand t'avais 5 ou 10 ans, qu'est-ce qui te vient tout de suite en tête? Non, quand je pense à mon enfance, je pense à ma grand-mère. Mes parents n'avaient pas forcément énormément d'argent. Ma grand-mère venait de partir de Saint-Quentin pour d'arriver sur Fresnois.
Et il y a eu un temps de transition où j'ai vécu quelques mois avec ma grand-mère, un peu plus éloignée de mes parents. C'était une période un peu bizarre. J'ai pas énormément de souvenirs, mais je me souviens brièvement de quelques passages. Et ouais, c'était une période un peu bizarre d'être un peu plus loin de ses parents. Pourtant, on était à 15 bornes, mais bon, à l'époque, mon père n'avait pas de voiture, etc. Donc, ouais, c'était une période un peu perturbante. Ok. Toujours dans l'enfance, une série, un dessin animé que tu regardais? Ah, DBZ. DBZ. DBZ, ah oui, DBZ carrément. Pro Vegeta. Pauvre Vegeta, t'imagines ce pauvre, il a tout fait, etc. Et il a jamais gagné. Que DBZ, pas... Bon, DBZ, Tortue Ninja. Si vraiment fallait que je résume mon enfance à 2 dessins animés, ouais, ce serait ça. Alors, Et Tortue aussi- Ninja, saison 1, Ouais. pas les autres? Non, non, la saison classique, la saison Ouais, 1. ouais. Après, pour ceux qui me connaissent un peu, et sûrement mon papa qui écoutera et qui regardera la vidéo, Bibi Fogg. C'était apparemment mon dessin animé. J'ai pas de souvenir de ça, mais étant tout petit, c'était mon dessin animé. Voilà, Bibi Fogg. On mettra le Et le générique générique à la fin. pour la nouvelle génération pour qu'ils puissent se retrouver un petit peu. Est-ce que tu peux dire que tu es addict à quelque chose? Addict à quelque chose, au sport. Sinon, autre Autre que le ouais. sport, non, pas forcément d'addiction particulière. Un plaisir coupable ou Ouais, je joue à la console avec les copains, ça me fait délirer. Ouais, ça j'aime. NBA? Ouais, NBA, 2K, Ouais. ouais. Mm. J'aime bien mettre des branlées sur le rec aux gens. Ok, on va passer à une autre rubrique. Et les patates douces aussi. Les patates douces, c'est très bon. On va passer à une autre rubrique. Donc, ça va être quelques questions que je vais te poser où tu vas devoir répondre le plus rapidement possible. Mhm. Du coup, un exo que tu détestes. Devil Press. Un cheat meal ultime. Frites de patates douces burger. Avec quoi dedans, dans le burger? Ouais, un petit peu de fromage et puis pain complet, c'est bien. Une musique qui te motive à fond. Je mets trop kitsch. Hein. Le Eye of the Tiger. Bah ouais, ça me fait délire. C'est mon petit côté à l'époque où tu regardais Rocky avant d'aller t'entraîner, etc. Ça te boostait à mort. Cardio ou altéro? Altéro. Si tu devais coacher une seule personne ultra célèbre, ce serait qui? Ultra célèbre. Tac, 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 tac. Jordan. Une série, un film à recommander? Rocky. Et en série? En série, je suis pas hyper fan de tes séries, mais j'aurais mis Prince de Bel-Air, tu vois. Ok, ça marche. On va passer à une autre rubrique qui sera la dernière. Donc on va voir un petit peu ce que tu penses et surtout me dire si tu trouves que c'est sous-coté ou sur-coté. Ok. On va passer d'abord sur le sport. Le CrossFit pour toi, c'est le sport ultime ou juste un business? C'est le sport ultime pour la préparation générale physique et pour rendre les gens en meilleure santé. Est-ce que tu penses que pour toi là, pour l'instant, c'est sous-coté? C'est sous-coté, oui. Ouais. Oui. Athlète naturel. Respect ou mythe? Non, c'est un mythe. Pour toi, tu peux pas être naturel en tant qu'athlète? Il y en a très très peu. Très très peu dans le game, que ce soit dans n'importe quel sport ou quoi que ce soit. Il y a toujours eu... Tu vas chercher tellement un point de performance que faut trouver des astuces pour récupérer plus vite, faut trouver des astuces pour être plus performant. Et 100% naturel, j'y crois pas. Entraînement ultra lourd. Indispensable ou pur ego? Indispensable. Il y a le phénomène de sarcopédie sur lequel on pourrait se faire un épisode, qui est simplement le fait de perdre de la masse musculaire arrivé à 30 ans. Et le seul moyen de contrer ça, c'est les EV Day. C'est les jours où tu vas faire du lourd. Tu vas créer de la masse musculaire. Ok. Donc quand tu vas faire de la force, c'est là où tu vas pouvoir développer ta masse musculaire. Donc juste faire de l'hypertrophie, c'est bien, parce que tu vas simplement développer ta masse musculaire en soi. Mais le fait de faire de la force, donc tu as tout ton système nerveux et tout qui rentre en action. Et ça, oui, ça t'évite de vieillir comme un vieux schlag qui se casse la gueule. Et pour toi, pour l'instant, c'est sous-coté ou... C'est sous-coté, clairement. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gars, ils veulent plus faire de lourd. Clairement. Ou ils ont peur de faire du lourd. Parce qu'ils n'ont pas la technique. Et c'est pour ça qu'ils venaient vous faire coacher. Les étirements, sur-coté, sous-coté?
Il y a une époque où j'aurais dit surcoté, maintenant je dirais peut-être un peu plus sous-coté, parce qu'on voit de moins en moins de monde faire des étirements, faire là, un peu de mobilité, etc. C'est vrai que c'est un peu boudé en ce moment, ouais. Ouais, c'est ça, c'est des modes qui passent et qui repassent. Ok. Cardio à jeun. C'est surcoté ça. À jeun ou pas, fais ton cardio, mais clairement, moi je vois pas l'intérêt. Déjà le mot à jeun, je comprends pas, donc sport à jeun, je ne comprends pas. Ça me viendrait pas l'idée de partir en vacances et de pas mettre d'essence dans ma voiture. Voilà, c'est résumé. Le schéma est bon. La mentalité de no pain, no gain. Wow, ça c'est de la tartine, ça. Ça c'est, tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à sortir de sa zone de confort, etc. Oui, il faut t'entraîner dur, mais surtout entraîne-toi intelligemment. Ouais. C'est surtout ça. Discipline. Franchement, oui, on en entend beaucoup parler, mais maintenant aujourd'hui les gens ils mettent discipline sur tout. Enfin, discipline, je vais au chiottes, quoi. C'est bon. Non, c'est sûr. C'est genre, t'as couru 3 fois par semaine pendant 8 semaines. Je suis quelqu'un de discipliné. Non, tu seras discipliné quand ça fera 10 ans que tu fais ça. Ou pense aux bouddhistes, etc., qui s'entraînent et qui ont un rituel à chaque fois, tous les jours, etc., depuis 40, 50 ans. Là, eux, c'est des gens disciplinés. Nous, là, pour l'instant, si ça fait 6 semaines ou 8 semaines que tu fais quelque chose, tu n'es pas discipliné. Là, pour l'instant, tu es juste dans le sentimental. Là, c'est encore tes émotions qui prennent les choses. Le problème, c'est que les gens, ils ont tendance à faire l'amalgame entre discipline et les émotions. Donc, non, vous n'êtes pas discipliné pour la plupart. Le développement personnel. Levier puissant ou escroquerie moderne? Non, c'est vraiment quelque chose, c'est un levier puissant sur lequel je m'appuie beaucoup. Maintenant, attention à qui vous entoure. Mais là-dessus, faites, laissez vos Bienveillance. instincts. Mais voilà, vraiment quelqu'un de bienveillant. Si vous commencez à tomber sur une sorte de gourou qui est là simplement pour vous dire que vous êtes une merde et c'est grâce à lui que vous allez tout faire, bon, barrez-vous. L'idée du travail acharné. Vraie recette ou pur mythe? Travailler, oui, acharné, il y a des moments où on n'est pas tous faits pour être excellés dans tous les domaines. Donc oui, il doit y avoir des domaines de prédilection, mais c'est pas parce que tu vas t'acharner. Moi, par exemple, demain, je peux mettre une barre au snatch à 100 kilos, la mettre devant moi, et m'acharner à la passer tous les jours. Je suis pas fait pour la passer, je la passerai pas. Donc, ouais, travail, intelligemment, mais par contre, acharné, non. La chance dans la réussite. C'est un gros facteur ou une excuse pour les perdants? Non, il y a un facteur chance. Ça peut être ta chance, Une rencontre, ça peut être une rencontre, ça peut être le fait que voilà, demain tu veux te lancer dans ton business, tu vas avoir le local qui va apparaître là directement devant tes yeux, tu vas appeler, boum, c'est libre. Enfin, il y a un facteur chance quand même. Mais il faut savoir la comprendre, la chance, et savoir la saisir surtout, parce qu'il y a beaucoup de gens que la chance vient taper à leur porte, mais ils sont pas capables de la voir. Et c'est là où ils se bladent. Créer son propre business. Rêve ou enfer? C'est un rêve qui vous fait passer par les enfers et qui vous ramène vers un rêve. Les réseaux sociaux pour réussir. Grosse illusion? Je pense que si on parle à Nabila, des trucs de ce genre-là, elle dira Nabila, tu sais, encore le mec old school, tu vois. Nabila, c'est devenu old school. Ouais, non, tous ces gens-là, tous ces influenceurs, oui, pour eux, c'est top, mais non. Il faut. Les réseaux sociaux, on a son avatar. Donc, c'est un avatar où on vient présenter ce qu'on veut. Mais en soi, faut pas. Et je vois trop de gens qui se laissent embarquer par leur avatar. Donc, t'as créé un avatar dans lequel tu t'enfermes dedans. Non, gère ta vie de tous les jours. Profite des instants dehors et puis après on verra. Les formations en ligne pour entrepreneurs. Oh, il y a des trucs super cool maintenant, franchement, en ligne. Ouais. Moi, franchement, en entrepreneuriat, je ne sais pas, mais moi, je sais que dans le sport, la plupart de mes formations passent par des formations en ligne. Et ouais, je trouve que c'est vachement bien fait. Après, ça dépend lesquels. Ouais, c'est ça. Après, c'est pareil, il faut faire le tri, quoi. C'est le problème d'Internet, c'est qu'il faut faire le tri. Déjà, si tu as un influenceur qui te vend ses formations, déjà, il faut se poser des questions. Ouais, voilà, c'est le mec, oui, grâce à moi, ton business, j'en ai plein qui m'appellent. Oui, bonjour monsieur le maire, grâce à nous, vous allez prendre 200 adhérents en plus. Ah, ça tombe bien, je suis full. Voilà, ça s'arrête là.
Être millionnaire, objectif ou fantasme de frustré? Ouais, bah, c'est comme tous ces trucs avec la Rolex. Si t'as pas une Rolex à je sais plus quel âge, t'as raté ta vie. Il y a pas un proverbe Mm, comme ça à la mm. con, hein. Non, tu vis ta vie comme t'as envie de la vivre. Et si demain t'es millionnaire, tant mieux pour toi. Moi, je sais que c'est pas un objectif, hein. Moi, ce que je veux, c'est être heureux. C'est tout. Pour certains, être heureux, c'est synonyme d'argent. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, c'est toujours le fond contre la forme. Ouais. Le diplôme, C'est surcoté. surcoté. Mais oui, c'est surcoté. Ça, je gueule tout le temps après ça. Le nombre de fois, je suis désolé, hein, mais je suis tombé sur des mecs qui sortaient d'un master STAPS, ceci, cela, qui essaient de me contredire sur des trucs. J'ai pas fait STAPS, hein, loin de là. Et les mecs, tu les mets en PLS au bout de 3 secondes. Donc c'est bien, tu peux être. C'est pas un argument d'autorité, ton diplôme. Loin de là. Ce qu'il faut, c'est. Enfin, dans ma branche, c'est la science du terrain. Hmm. Oui, il te faut des connaissances, donc il faut que tu aies des connaissances en anat, en physio, etc. Mais ne pense pas parce que tu as un master en ceci ou un master en cela que tu seras meilleur que quelqu'un. Non, déjà, si tu penses être meilleur que quelqu'un, t'es juste un con. Donc, apprends à écouter. La personne elle aura sûrement des informations à te donner qui vont t'intéresser. Et voilà, c'est tout. On reste dans l'échange. Mais c'est pas un argument d'autorité. Les influenceurs fitness, experts ou vendeurs de rêves? On va pas se cacher, il y en a, ils sont vraiment très 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 bons dans ces influenceurs-là. Il y a des mecs qui passent vraiment du temps à faire de la recherche, qui ont vraiment du contenu de qualité à transmettre. Mais c'est comme tout, il faut faire le tri. Et ne pas se fier qu'à une seule école. C'est pas parce que le mec que là tu affectionnes à l'instant T, tu aimes bien son discours, qu'il y a que lui qui a raison. Hmm. Moi, j'en suis la preuve parfaite. D'un côté, j'adore ce que Guillaume va faire avec UR Athlétique. De l'autre côté, je vais adorer ce que Ellie va faire avec CrossFit France. Et les deux ne s'entendent pas du tout. Hmm. Mais Ouais, il y a du bon à prendre. c'est ça, il y a du bon à un peu prendre partout. Et c'est comme dans les arts martiaux. Dans les arts martiaux, à l'époque, on voulait absolument séparer le karaté du judo, du ceci, du cela. La MMA est arrivée, bah, on a tout mélangé, et puis voilà. Tout le monde est content. Et c'est ça. Et aujourd'hui, moi, j'embrouille des gars qui me disent que, ouais, non, il y a que le MMA qui compte. Le karaté, c'est de la merde, et ça, c'est de la merde. Non. Parce que là, ce que tu es en train de faire, c'est le fruit de ce mélange-là. Donc, tu es en train de cracher sur les origines de ton sport. Ouais. Et le problème, c'est que la plupart de ces gens-là n'ont pas cette culture-là ou ni ce recul. Donc, bon. La mode du bio et du healthy, révolution ou coup marketing? Bon, il y a beaucoup de marketing quand même. Putain. Ah oui. Manger une patate toute simple. Voilà, si tu veux vraiment bien manger, fais ton jardin. Élève tes poules et fais ton poulailler. Enfin, nos grands-parents, ils n'avaient pas ces problèmes-là, tu vois. Ouais. Donc aujourd'hui, oui, c'est bien. Tu penses faire une bonne action en achetant un produit bio. Donc tu fais une bonne action pour le portefeuille du producteur, quoi. Le street workout, vraie alternative ou hype passagère? Non, je pense qu'il y a un vrai truc là-dedans, hein. C'est comme pour tous les sports. Moi, j'y vois que du bon sens, dans le sens où il n'y a pas que ça qui compte. Hmm. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai rencontré des gars en street workout qui avaient d'énormes qualités. Oui, ils ne savaient pas faire d'haltérophilie sur le côté, etc. Enfin, des techniques un peu moyennes, mais on peut pas. Surtout en coachant du CrossFit aujourd'hui, je ne peux pas cracher sur ces sports-là. C'est les erreurs qu'ont fait, par exemple, la plupart des clubs d'haltérophilie quand le CrossFit est arrivé. Oui, vous avez vu, les mecs savent pas tirer des barres, ils disent qu'ils font de l'haltérophilie, la gym, pareil. Non, c'est juste qu'on n'est pas des spécialistes en la matière, mais on est bon à faire un peu de tout. Et au niveau du street workout, ben, c'est le même état d'esprit. Il faut le prendre comme ça vient. Si les mecs, les strict muscle up, les concours qu'ils font, etc., c'est bien. Tant que les jeunes, ils bougent. Ok. Ouais. Les cheat meals, Ça, c'est de la vraie merde. Ça, c'est je pense que c'est une excuse pour se goinfrer. Oui, mais c'est un truc de gros lard, ça. Le cheat meal, c'est émotionnellement, c'est très mauvais. Parce que la bouffe ne doit pas être une récompense. Mm. Tu vois, par exemple, quand tu es en train de faire un suivi de quelqu'un qui est en suivi alimentaire, la personne souvent parle de cheat meal. Et tu lui dis, est-ce que mal manger, pour toi, c'est une récompense? Et là, tu as toute ta réponse. Parce que mal manger, ce n'est pas une récompense. Ta récompense, ça va être les résultats que tu vas avoir. Et pas mal manger. Si demain, tu as envie de mal manger parce que
Tu viens manger à la maison, on se fait un truc à l'arrache, on se fait une pizza, etc. Ok, c'est ok. Le lendemain, on reprend normalement. Mais est-ce que je dois vraiment me programmer chaque semaine, à tel moment, de mal manger? Ça, c'est ça, là. Alors après, il y a pire. Il y a ceux qui vont mal manger et qui vont se dire, bah, du coup, pour perdre, Pour compenser, pour compenser, je ne mange pas le lendemain. c'est ça. Et ça, c'est des trucs atroces. Bon, ça. Non, non, ça, c'est le pire des trucs que tu peux faire. Manger normalement. Si t'as fait un cheat meal le vendredi soir avec tes potes, le samedi matin, lève-toi et déjeune normalement et fais ta journée normalement. Il y a aucun problème là-dessus. Faut juste l'assumer. Mais c'est pareil, c'est les gens qui n'assument pas leur cheat meal. On sait très bien que la plupart du temps, bah, c'est souvent des troubles du comportement alimentaire qui les ont. C'est être là et puis, ah, putain, j'ai mangé ça, il faut que j'aille courir, ou il faut que j'aille faire ceci, il faut que j'aille faire cela. Non, t'as mal mangé, c'est pas grave. Demain, tu remangeras normalement et puis voilà, c'est pas. C'est toujours pareil, c'est quoi le mieux? De passer 360 jours à bien manger et s'autoriser quelques jours comme ça à mal manger? Ou être totalement à l'opposé, où les gens, c'est la force des habitudes. Si tu manges bien pendant, allez, même pendant 10 mois, enfin 11 mois quand même, si il y a un mois dans l'année en tout cumulé que tu as mal mangé, est-ce qu'il y aura une répercussion réelle? Pas certain, ou minime. Que par contre, si tu as passé 11 mois à bouffer de la merde, et il y a un seul mois où tu as bien mangé, là, la problématique, oui, forcément, tu vas prendre du poids. Mm. Et c'est souvent ça avec les gens. C'est souvent les gens, tu vois, là, on arrive pile poids dans la période des summer body. Summer body. Donc là, on arrive en plein dedans. Donc tous les influenceurs du fitness, etc. On va vous vendre tel programme. Tu vas perdre du poids en 6 semaines, en 8 semaines, en 12 semaines. Fais-moi confiance. Tu vas avoir des résultats de fou. Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux transmettre à tes adhérents? Moi, c'est pas ces valeurs-là. Moi, je Non, leur toi, c'est transmets quelque sur chose l'année, sur le long terme, etc. Ouais. Que là, tu vas recruter des gens sur 12 semaines. Mais pourquoi faire? Là, tu es en train de leur vendre des paillettes. Oui, demain, quelqu'un qui veut perdre du poids sur 12 semaines, ça va marcher. Mais combien de temps? Ouais, elle reviendra l'année prochaine pour la même chose. Voilà. Mm. Donc, ok, ton business, tu le fais tourner comme ça. Chacun ses valeurs du sport. Ok. Donc, toute dernière chronique, ce sera si tu devais. Donc, je vais te poser plusieurs questions. Tu vas avoir un seul choix à faire. Ok. Donc, essaye de bien choisir. Si tu devais garder qu'une seule musique sur ton téléphone, ce serait quoi? Donc, une seule musique. Hein, putain. Les flammes du mal, pas si. Si tu devais choisir un seul exercice de CrossFit pour le reste de ta vie, ce serait lequel? Snatch. Si tu devais choisir une seule qualité pour réussir dans la vie, ce serait quoi? Une seule qualité dans la vie pour réussir. Être à l'écoute. Si tu devais échanger ta vie avec quelqu'un pendant 24 heures, ce serait qui? Pas avec ma femme. Parce que sinon, je me taperais toutes les tâches ménagères. Ouais, tu vois, j'ai pas une tête qui me dirait, tiens, j'ai envie de vivre sa vie, tu vois. Non? Je kiffe tellement la mienne que je me sens tellement bien dans ma vie. Après, je veux te dire, ce serait peut-être un petit caprice. Jordan, tu vois. Toujours Jordan. Jordan, bah oui, il fait rêver ce mec. Si tu devais manger un seul plat pour le reste de ta vie, ce serait quoi? Ah, ça, c'est le valeur sûre. Ça, c'est frites de patates douces et du poulet. Si tu devais partir en voyage et tu ne pouvais emporter qu'un seul objet, ce serait quoi? Un couteau. Suisse? Ou Ouais, couteau normal? juste un couteau classique. Ok. Si tu devais choisir un super pouvoir, ce serait lequel? Celui d'avoir tous les pouvoirs. Bonne réponse. Pour toi, une journée parfaite, ça ressemble à quoi? Me lever tranquille, faire un petit bisou à ma femme, mes enfants, aller travailler tranquillement et récupérer toute ma petite famille le soir. Ça, c'est très bien. Si tu devais recommander un livre à tout le monde, ce serait lequel? L'art de la guerre de Sun Tzu. Si tu devais choisir un film à regarder en boucle, ce serait lequel? Me dis pas encore Rocky. Non, non, je vais changer de Rocky. Rocky 2. Je déconne. Non, un film à regarder en boucle, une époque formidable. Et si tu devais revivre un moment marquant de ta vie, ce serait lequel? Un moment marquant de ma vie. Ouais, tiens.
Pas facile d'en choisir un seul, tu vois. Ça, c'est juste en prendre un, ça serait. Ouais, enfin, c'est plutôt une période, tu vois. Ce serait cette période-là de transition où tout a commencé à partir en puissance, là, après la naissance de Mimi, etc. Et dans cette période-là, il s'est passé quelque chose. Ok. Bah merci Eddy. Merci à toi. Du coup, les actus de la boxe Saint-Quentin CrossFit. Le 13 avril, le training camp. Ouais, c'est ça, un training camp. On va prendre 8 personnes pour. L'idée, c'est de leur donner les bases pour la compétition et de les préparer pour la compétition pour ceux qui font déjà un peu de compète. Ok. Le 27 avril. C'est l'anniversaire de la boxe, donc là, on va avoir pas mal d'équipes d'adhérents là, qui vont s'affronter sur le floor et puis on va passer une journée avec toute la communauté. Le truc fun là, c'est qu'on a demandé à chaque adhérent de s'inscrire individuellement. Ok. Et là, ce soir, je vais faire le tirage au sort des teams et mélanger un peu tout ça pour que nos membres fondateurs et nos nouveaux membres soient un peu mélangés, vraiment avoir un peu de cohésion et tout. Ok. 1er juin, le retour du Goriox. Ouais, Goriox qui aura lieu à Frénois, sur la même piste d'athlée où ben, c'est pareil, on recommence et, en plus grand. En plus grand. Ouais, donc là, on devrait avoir 40 équipes Ah ouais. et une vingtaine d'individuels. Et le 14 juillet. Le Murph, Voilà. c'est ça, donc le bois d'hommage à Murph et hop. Eddy, si tu as un message à passer à ceux qui hésitent encore à se lancer dans le sport, ce serait lequel? Foncez les gars, sincèrement, vivez votre aventure. Si vous faites des erreurs, ben, c'est normal, vous êtes humain. Donc allez-y. Si vous croyez vraiment en votre projet, foncez. Ok. N'hésitez pas. Est-ce que tu as un dernier message à passer? Rendez-vous demain à la salle de sport. Et nous, on se dit rendez-vous très bientôt. On va recevoir. On va recevoir Florent et Zacharia de la team In Your Box. Donc c'est l'application avec laquelle on travaille à la salle. Donc c'est l'application qui me permet de gérer la salle, hein, que ce soit au niveau comptabilité ou en termes de réservation de nos adhérents, etc. Donc c'est les créateurs de cette application-là. Donc on vont pouvoir nous expliquer un petit peu d'où est venue cette idée de l'application, comment ils ont travaillé dessus. Bon, encore merci Eddy. Merci aussi aux sponsors. Nous, on se dit à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur la chaîne YouTube ou sur la plateforme de podcast C'est ça, que mettez vous des utilisez. pouces, mettez des pouces, des cœurs, partagez les gars. Et pareil, si vous avez des questions à nous poser pour les prochains invités ou autres, n'hésitez pas. Ça peut être aussi intéressant de vous mettre dans la boucle et de pouvoir poser vos questions. Carrément. Merci à tous et puis du coup, on se dit à la prochaine. Ça marche. À bientôt.